RSA. C'était ma meuf de l'époque qui payait le loyer. On vivait dans 28 mètres carrés à deux. Et moi, j'avais 500 balles par mois, donc je payais les courses, tu vois. Enfin, des pâtes. Et en fait, petit à petit, on fait du cash. Après, on commence à se payer un salaire, puis un très bon salaire, puis un salaire comme on n'a jamais pu se payer de notre vie, puis avoir plus d'argent que ce qu'on pourrait espérer. Tu as refusé une proposition à 30 millions de dollars. Ouais, je vais être entièrement transparent sur toute l'histoire. Tout repose sur les relations que tu peux créer avec les gens. Mais je pense qu'on a oublié le sens du relationnel et le sens du give back. Je vois énormément d'entrepreneurs qui ont bien réussi, qui partagent rien. Ils parleront jamais de leurs galères, jamais de ce qui marche. Ils pensent que tout doit rester dans la boîte de Pandore. Alors qu'en fait, le secret, c'est de redonner. Il n'y a que quand tu redonnes que tu crées de vraies relations avec des gens, que tu as un impact sur la vie de milliers, dizaines de milliers, millions de personnes. C'est quoi le secret à 150 millions de dollars? Ça part en masterclass. Ça part en masterclass. Salut Guillaume. Salut Alex, ça va? Ça va et toi? Ouais. Parfait, je suis content de t'avoir ici. Merci pour l'invite. Avec grand plaisir, merci de l'avoir accepté. Je sais que tu es fort sollicité, on te voit beaucoup, on te voit partout même. Donc c'est vraiment chouette. Comme à mon habitude, je vais te présenter rapidement. Donc, tu es le cofondateur de Lemlist, une plateforme qui a pour objectif d'automatiser une partie de la prospection pour les entreprises. Tu as mené Lemlist de 0 à 1 million d'euros de revenus récurrents annuels en 2 ans avec une équipe de seulement 8 personnes entièrement en remote et sans aucune levée de fonds. Aujourd'hui, Lemlist, après 5 ans d'ancienneté, c'est 20 millions de dollars de revenus annuels récurrents, donc d'ARR. Tu es un créateur de contenu aussi qui est très présent sur les réseaux. Tu as plus de 320 000 followers cumulés. Lemlist, sous ta direction, a atteint un ARR de 10 millions de dollars et une valorisation de 150 millions en moins de 4 ans, et ce toujours sans levée de fonds en bootstrap complet. Avant Lemlist, tu as aussi lancé d'autres business, notamment une agence d'acquisition avec un ami d'HEC, et un business qui a malheureusement pas réussi comme vous le vouliez, notamment avec ton papa. Tu es fondateur également de l'Empire et l'Emcal, contribuant à la croissance explosive des entreprises innovantes. Tu as aussi écrit un bouquin, tu es auteur du livre Le secret à 150 millions. On va peut-être le découvrir dans cette interview. Tu es connu aussi pour avoir refusé une levée de fonds de 30 millions de dollars, optant donc pour une croissance plutôt organique et préservant l'autonomie notamment de l'entreprise. Tu en avais fait une vidéo qui avait été énormément vue à ce moment-là. C'est là que je t'avais découvert, à ce moment-là. Et tu te donnes aussi pour mission d'aider 1 million d'entrepreneurs à créer des entreprises rentables d'ici à 2025. Donc, avec ce palmarès, va s'en suivre différentes questions et un épisode plutôt intéressant, j'en suis sûr. Et j'ai envie de commencer tout de suite avec l'histoire du projet que tu as eu avec ton papa qui n'a pas forcément abouti. Quelles leçons tu as tirées de cette première aventure entrepreneuriale avec ton père et comment est-ce que ça a influencé ta vie et la suite de ta carrière? Ouais, c'est une bonne question. Donc pour donner un peu de contexte, tu vois, moi, mes parents, ils ont pas eu la chance de pouvoir faire des études. Donc, tu vois, ma mère, elle a pas le bac. Mon père, je crois, il l'a eu au bout de 5 fois, tu vois. C'était genre vraiment mes grands-parents, c'est des immigrés et l'autre partie, c'est plutôt vraiment des paysans, des fermiers. Et donc, du coup, moi, j'ai grandi avec des parents, tu vois, qui travaillaient beaucoup pour faire en sorte qu'on puisse faire des études, tu vois, avec mon frère. Et pour eux, c'était vachement important qu'on puisse avoir les meilleurs diplômes scientifiques possibles parce que, tu vois, pour eux, genre être ingénieur, c'était vraiment la voie du succès et tout. Et en fait, après mon école d'ingé, moi, j'ai décidé du coup de faire du business parce que je voulais toujours faire du business. Et à ce moment-là, je me suis dit, mon père, lui, tu vois, il fait de la sérigraphie, donc il imprime sur des tissus, en gros. Et je l'avais vu charbonner, tu vois, toute sa vie. Il est assez créatif, c'est un peu genre un poète aussi, tu vois. Et donc, du coup, je m'étais dit, ça serait kiffant de pouvoir faire un projet ensemble. Maintenant que je viens d'être à HEC, tu vois, pour faire du marketing, je vais essayer de lancer une boîte en parallèle. Je vais prendre toutes les personnes qui sont à HEC, les profs, les machins, tout ça, pour avoir un maximum de conseils sur ma boîte et essayer de la faire décoller et essayer d'utiliser à fond tout ce que je pouvais apprendre là-bas. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Donc, l'idée, c'était de lancer une marque de t-shirts autour de Paris. La marque s'appelait Paris reste un rêve, avec genre un t-shirt en coton bio, etc. Et donc, en premier lieu, j'avais créé une communauté sur Facebook où je faisais que reposter des photos sur Paris que j'allais chercher sur Insta et tout. La communauté avait plutôt bien grossi. Et moi, dans ma tête, tu vois, j'avais le plan parfait. C'est-à-dire, je fais grossir la communauté. Une fois que la communauté est assez grosse, je lance la marque de t-shirts. Là, les gens achètent et après, il y a du bouche à oreille et on est millionnaire, tu vois. Sauf qu'en fait, j'ai lancé... donc là, super, tu vois, je commence à faire le site tout seul.
Je connaissais pas, tu vois, les trucs genre Shopify, etc. Donc, je me dis, bah vas-y, je vais commencer à coder un peu. Je connaissais pas Stripe non plus pour le paiement. Donc, je m'étais dit, vas-y, il faut que je développe le truc pour la partie paiement en ligne, etc. Donc, je me connecte avec des banques. Enfin, bon, tu vois, le truc commence à prendre genre vraiment plusieurs mois, tu vois, alors qu'un site internet, aujourd'hui, je pense qu'en une journée, tu peux faire un truc clean et plutôt bien. Et là, tu vois, genre, je lance en étant persuadé que grâce à la communauté, bah, tu vois, j'allais faire des centaines de ventes et après à pouvoir travailler sur de l'influenceur marketing et tout. Et là, il y a genre 6 personnes qui l'achètent. Et dedans, je me dis, putain, merde, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je suis bloqué parce que mon père, il a pas d'argent. Moi, j'ai pas d'argent, tu vois. Genre, j'ai tout mis pour juste payer une année à HEC qui te coûte 15K, tu vois. Et je me dis, bah... Voilà, les seuls conseils que je vois en ligne pour du e-commerce, c'est il faut faire des ads, sauf que j'ai pas d'argent pour faire des ads et je vends des t-shirts qui sont globalement premium. Donc, je crois moyennement à ce truc d'advertising. Et donc là, à ce moment-là, j'avoue que c'est assez dur parce que, tu vois, avec mon père, il y a un peu cette tension qui commence à se créer où moi, tu vois, je lui reproche en gros le fait qu'on puisse pas trop investir sur la boîte. Mais ça, tu vois, c'est intérieur, c'est pas quelque chose que j'extériorise. Et lui, sûrement, me reproche, tu vois, le fait que je suis en business, je devrais savoir comment monter un business, tu vois. Et donc, petit à petit, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un pote à HEC qui, lui, est en train de monter une agence d'acquisition. Donc, concrètement, lui, ce qu'il faisait, c'était de la prospection pour des boîtes. En gros, je sais pas, tu veux prendre des rendez-vous avec des directeurs marketing. Lui, il te vend des rendez-vous avec des directeurs marketing, tu vois. Et il me dit, écoute, moi, je fais du B2B. Donc, je lui dis, c'est quoi le B2B ? Et il me fait, en fait, les business, ils achètent des services à d'autres business. Et en général, ils ont beaucoup plus de thunes que juste des gens, tu vois. Je dis, ah ouais, moi, je connaissais pas ça, tu vois. Je venais pas du tout de ce milieu. Et donc, lui, il m'a un peu montré ce qu'il faisait. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial. Et en fait, j'ai commencé à closer avec lui mes premiers clients à 500, 1000 balles, etc. Alors que j'étais pas du tout un expert. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable ce truc. Et là, j'ai commencé à lancer l'agence. Et du coup, la boîte avec mon père, en fait, elle s'est un peu arrêtée. Et à ce moment-là, c'est vrai que du coup, genre, notre relation, elle a vachement été détériorée. Et on ne s'est pas parlé pendant quasiment 1 an et demi, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens, tu vois, on parle beaucoup de l'échec, de l'importance de l'échec, etc. Je pense que c'est bien, et il y aura des échecs dans la vie d'un entrepreneur, mais je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas trop sacraliser l'échec. Parce que typiquement, tu vois, avant de me lancer sur ça, je sais que j'aurais pu plus me bouger le cul et aller voir et regarder, tu vois, des gens qui parlaient d'entrepreneuriat, des gens qui parlaient... Tu vois, j'ai pris aucune formation. Je me suis vraiment lancé un peu comme ça. Et c'est pas en école de commerce où on t'apprend à lancer des business, tu vois. Donc, en fait, je me suis pas trop bougé pour apprendre comment faire. Je me suis plus dit, faut que je me lance, donc vas-y, fais-le. Et en fait, je pense que c'est pas mal, tu vois, de quand même passer du temps à se former avant, tu vois, de vouloir se lancer. Et parce que tu vois, moi, au final, ça m'a coûté 1 an et demi où je parlais pas à mon père, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et justement, tu disais tout à l'heure que l'entrepreneuriat, tu as toujours voulu entreprendre, etc. Malgré même certains échecs, du coup, et tu as continué, voulu comprendre, etc. D'où te vient cette soif d'entreprendre et cette envie, justement, d'aller de l'avant ? Ouais, c'est une bonne question. En vrai, en fait, je pense que moi, j'adore la thune. C'est pas un truc qu'on dit en France. Tu vois, je suis pas quelqu'un de bling bling ou quoi, et j'ai rien contre les gens qui adorent acheter des trucs un peu luxueux et tout. Moi, tu vois, je suis plutôt chill. Voilà, j'ai pas grandi avec beaucoup d'argent. Je mange des kebabs, ça me fait plaisir. Enfin, tu vois, genre, je suis pas quelqu'un qui a besoin de luxe partout tout le temps. Et en gros, quand j'étais petit, par contre, je me rappelle la première fois où j'ai fait de la thune. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais en fait, ce jeu de gagner de l'argent, c'est un jeu que j'adore. Et la façon d'en faire beaucoup et d'avoir un impact sur beaucoup de gens, en fait, c'est de monter ta boîte. Et la première fois que j'avais fait de l'argent, je me rappelle, c'était peut-être pas la meilleure expérience, mais en gros, moi, l'été, j'allais chez mes grands-parents. Et mon grand-père, lui, pendant sa retraite, tu vois, il bossait sur des chantiers. Et un des chantiers, tu vois, qu'il faisait, c'était, tu vois, tu prends des parpaings dans la voiture et tu les amènes à côté de la maison pour commencer à la construire. Et du coup, nous, on était petits avec mon frère, je sais pas, j'avais genre peut-être 7-8 ans. Et donc, moi, je faisais ça la semaine. J'allais sur les chantiers, je prenais les parpaings, je les bougeais d'un point à l'autre à 7 ans, tu vois. Et à la fin, j'avais genre une pièce de 10 francs. Et là, je me suis dit, putain, on peut gagner de l'argent et tout, c'est juste fou. Et je pense que j'ai commencé à avoir ce goût de l'argent et du travail assez jeune. Et après, il y a eu pas mal de trucs où c'était plutôt du troc que je faisais. Okay. Donc, comment, à partir d'une bille, je me retrouve avec une Game Boy Color, tu vois. Et ça, c'était un truc, pareil, quand j'étais en primaire, ça m'arrivait souvent, tu vois. Okay. Et donc, à chaque fois, genre, j'adorais ce truc de
tu prends des choses qui ont très peu de valeur pour toi, mais en fait, tu les packages d'une certaine façon où tu vas en avoir un peu plus. Et petit à petit, en fait, tu as de plus en plus de valeur. Et je l'ai toujours vu comme un jeu. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un jeu. Et ce que j'aime le sens que j'aime dans le jeu de l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas un jeu à somme nulle. Ouais. Tu vois, quand tu fais du sport ou quand tu fais d'autres choses, bah, en fait, s'il y a un gagnant, il y a forcément un perdant. C'est un jeu infini. Ouais, et le business, c'est un jeu infini. Tu vois, demain, je lance un projet, tu peux lancer le même projet. Toi et moi, on peut gagner. On n'est pas obligé de se tirer dessus, on n'est pas obligé de se tuer. Même si on est compétiteurs, on peut décider de faire un webinar ensemble, on peut décider de faire quelque chose ensemble. Et au final, chacun prendre 1 ou 2 millions et être très content, tu vois. Ouais. C'est super intéressant. Et justement, tu voyais l'argent ou tu vois l'argent encore aujourd'hui comme étant une finalité vers quelque chose, comme un outil, ou c'est vraiment ce truc du challenge et de te dire c'est un jeu infini et c'est un score qui te drive? Ouais, c'est une bonne question. En fait, pour moi, il y a eu un gros changement. En fait, avant mes 30 ans, du coup, j'ai revendu une première boîte. Ensuite, j'ai revendu une partie de l'Empire, tu vois. Donc, j'avais pris 10 millions en cash. Et en fait, quand tu prends autant d'argent, moi, j'ai vraiment pas grandi avec des millions. Donc, en fait, quand tu prends 10 millions, techniquement, tu peux arrêter de travailler toute ta life, etc. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais est-ce que c'est vraiment l'argent, tu vois, qui me motive? Et en fait, pas du tout. Genre, je me suis rendu compte que ce qui me motive, tu vois, c'est plus l'impact et la grandeur de ce que je peux faire, tu vois. Et donc, en fait, l'argent, pour moi, c'est une bonne manière, surtout au niveau de ton entreprise, d'être lié à l'impact que tu peux avoir sur une industrie, sur le monde, sur la vie de personnes. Et c'est pour ça, en fait, ce que j'adore, moi, tu vois, aujourd'hui, c'est on est présent dans plus de 100 pays, on a des dizaines et des dizaines de milliers d'utilisateurs tous les mois, tu vois. Et en fait, c'est de voir ces gens-là qui potentiellement lancent tout juste leur business et après se mettent à faire de la prospection en nous utilisant, commencent à avoir de plus en plus de meetings, font de l'argent, qu'ils arrivent à recruter des gens, partir avec leur famille dans des endroits où ils n'étaient jamais allés. En fait, ça, c'est surkiffant, tu vois. Et je pense que toi, tu dois avoir aussi un peu le même sentiment quand tu partages, tu vois, ta connaissance et que tu as des gens après, tu vois, qui te font des témoignages où tu te rends compte de l'impact que tu as eu sur leur vie, quoi. Ouais, complètement. Complètement, je te rejoins à 100%. Et qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu es parti de rien finalement et que d'un coup, du jour au lendemain, tu reçois un virement, un chèque de 10 millions sur ton compte en banque? Ouais, c'est chelou. Franchement, c'était super bizarre. En fait, déjà au début, j'y croyais pas. Donc, j'étais en train de refresh genre plusieurs fois, tu vois. Même si tu as déjà signé tous les papiers et tout. Et en fait, après, moi, je pense que j'ai un problème aussi. C'est que j'ai du mal à célébrer les victoires. Ok. J'ai un peu ce truc, tu vois, là, je pense que je le fais un petit peu plus et tout, mais je suis toujours, en fait, dans qu'est-ce qui va se passer après, tu vois. Et c'est quoi la chose d'après? Next step. Next step, next step, next step, tout le temps, tu vois. Et du coup, ça, c'est un truc qui est un peu, qui est peut-être un peu dur, tu vois, en tant qu'entrepreneur, c'est, tu vois, t'es jamais rassasié, en fait. Et si t'es jamais rassasié, au bout d'un moment, tu peux te poser la question, pourquoi tu fais ça en continu, d'où ça vient, tout ça. Et ça, après, tu vois, c'est plus des introspections un peu deep, perso et tout. Mais en vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais c'est genre incroyable. Et le premier truc auquel j'ai pensé, en gros, c'était de me dire comment est-ce que ça peut répercuter, tu vois, potentiellement ma famille et de façon positive, tu vois. Donc direct, tu vois, moi j'ai pensé à mes parents et en fait, aujourd'hui je suis trop content. Chaque année, tu vois, je peux leur donner de l'argent pour que eux, ils puissent, tu vois, être à la retraite, vivre tranquille et vivre bien. Et ça, c'est kiffant, tu vois. Et après, en fait, un vrai truc, c'est que je pense que ça sert à rien d'avoir de l'argent si c'est pour pas c'est pour le garder pour toi, tu vois, être pixou avec ton tas d'or et rien faire. Moi, j'ai pas des goûts, tu vois, genre ultra luxueux. Et du coup, j'aime bien partager, j'aime bien faire kiffer mes potes. Mais après, tu vois, c'est pareil, tu as aussi les côtés un peu négatifs. C'est quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, en fait, tu peux aussi attirer des gens qui sont un peu mal intentionnés, tu vois. Donc, faut faire un peu la part des choses. Mais globalement, tu vois, quand tu as eu ça, ma réaction, c'est putain, c'est quand même la vie, tu vois. C'est quand même le feu. Et maintenant, tu vois, je peux faire tout ce que je veux. En fait, c'est vraiment ce sentiment de liberté. Je pense pas que l'argent achète le bonheur. Par contre, pour moi, ça achète une liberté ou une optionnalité. Donc, tu peux choisir ce que tu as envie de faire. Et ça, tu vois, c'est un truc qui est juste incroyable comme sentiment, en fait. Tu évoques le fait qu'il y a certaines personnes qui, du coup, vont venir vers toi et qui sont mal intentionnées lorsque tu vas gagner beaucoup d'argent. Est-ce que tu as une anecdote en particulier ou un élément en particulier auquel tu penses et que tu as envie de partager?
Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs un peu chelous parce que tu vois, genre, moi, je cours pas mal, enfin, je fais pas mal de sport et tout. Et donc, à un moment, je pense que j'avais posté genre un screenshot de mon Strava ou un truc comme ça. Donc, tu sais, un truc où Ouais. voilà, tu vois le parcours. Et en fait, quand tu zoomes bien, tu peux voir du coup où j'habitais. Donc, maintenant, mon Strava, il est en privé. Et en fait, ça m'est déjà arrivé, tu vois, qu'une meuf qui me suivait sur Insta en mode un peu stalkeuse et tout, bah, rôde un peu dans ma rue et qui, au final, tu vois, genre. Créer une fausse rencontre en mode je te bouscule, oh pardon, fasse comme si elle me connaissait pas. Et en fait, plus tard, après avoir un peu fait connaissance, tu vois, si on peut dire ça, genre je me rends compte, tu vois, que en fait, elle me stockait depuis pas mal de temps, elle connaissait certaines choses sur moi, etc., etc. Et donc, tu vois, tu peux avoir des trucs genre, ça fait un peu flipper, tu vois, Ouais. quand on arrive à ce truc-là, parce que je suis pas une star, je suis pas genre un acteur ultra connu, chanteur, je sais pas quoi, tu vois, je suis un entrepreneur, oui, je partage ce que j'apprends et tout. Mais tu vois, ce truc-là, c'est un peu bizarre. Après, tu as aussi mes potes, tu vois, d'enfance. Moi, j'ai pas trop changé mon crew de là où j'ai grandi, de quand j'ai grandi et tout. Et puis, en fait, ça change parfois un peu ta relation aux autres parce que d'un coup, en fait, tu te retrouves le multimillionnaire alors que tu as des gens, tu vois, qui galèrent à bosser, je sais pas, 50 heures par semaine et dans un taf, tu vois, qui les augmente pas parce que c'est chaud, que c'est la crise, machin et tout. En fait, tu vois, t'as une différence et pour certaines personnes, en fait, tu peux soit sentir peut-être un petit peu de jalousie, soit tu peux sentir un peu d'aigreur. Donc, c'est assez difficile, tu vois. Ouais, de trouver un équilibre et puis du coup de garder des relations saines avec le noyau dur du départ. Ouais, exactement. Un autre élément, justement, à tes débuts, toujours en 2015, en parallèle de tes études, tu décides de faire le tour du monde en Ouais. utilisant les réseaux sociaux pour rencontrer justement des gens et être logé gratuitement chez l'habitant. Qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce qu'il y a ça a eu des répercussions dans la suite de ton expérience et dans la suite de ta vie, même de ta carrière? Ouais, je pense que c'était fou ça comme expérience. En gros, on est parti avec mon meilleur pote et on n'avait pas beaucoup de thunes. On avait économisé, tu vois, moi en gros j'ai bossé depuis que j'ai genre 16-17 ans, je bosse, tu vois. Genre j'ai gardé des enfants pendant 5-6 ans, j'ai été prof de chimie organique pour des étudiants en médecine, j'étais vendeur aux Galeries Lafayette, enfin tu vois, j'ai fait vraiment tous les tafs possibles. J'ai même été Chip and Dale une fois. Sérieusement? Ouais, j'espère que les photos sortiront jamais. Et en gros, genre, ça, c'est un truc, tu vois, où du coup, quand on est parti, on n'avait pas trop de thunes et on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va utiliser les réseaux sociaux et on va essayer de faire en sorte que les gens nous accueillent chez eux gratuitement, tu vois. Et en fait, ce que ça m'a appris, tu vois, c'est moi, à la base, je savais pas trop qui allait nous accueillir. Mais en fait, on a eu de tout, tu vois. On a eu des gens avec extrêmement, enfin, très, très riches, tu vois, qui partageaient tout avec nous. On a eu des gens très, très pauvres qui partageaient tout avec nous. Mais du coup, quand tu arrives dans des pays où tu as des gens, tu vois, qui parlent à peine anglais ou avec qui c'est un peu difficile de communiquer, mais qui sont OK, tu vois, pour t'accueillir. Et tu vois, ils adorent le voyage, ils adorent partager la culture et tout. En fait, tu te rends compte que l'essence des êtres humains sur Terre, ça reste, tu vois, quand même le partage, ça reste, tu vois, genre cette connexion émotionnelle avec les gens. Et je trouve qu'en fait, c'est super enrichissant, en fait, parce que tu apprends des nouvelles cultures, tu découvres des nouvelles façons de faire, tu te rends compte, en fait, que toi, ta vision d'Européen sur les choses, bah, en fait, c'est pas du tout la même en Asie, c'est pas du tout la même en Amérique latine, que les gens, en fait, voient pas du tout les problèmes de la même manière que toi, petit Européen qui pense avoir les réponses sur tout, de partout dans le monde, ben en fait, peut-être que tu les as pas, tu vois. Ta gestion du stress, la façon dont tu gères, tu vois, le bordel. Enfin, tu vois, ce qu'un Européen ou Français typique pourrait dire d'une rue un peu bordélique et tout, ben en fait, je sais pas, tu vas au Vietnam, ben c'est l'ordre en fait qui se passe comme ça, tu vois. Ouais. Et tout le monde sait, t'as pas besoin de feu, tout le monde comprend comment ça fonctionne, les gens se respectent. Enfin, tu vois, pareil, la relation qu'on a avec les personnes âgées, ben en fait, tu vois, il y a des moments où quand tu es dans ton propre pays, des fois, tu te sens totalement en désaccord avec ce qui se passe. Tu vois, moi, en France, franchement, il y a des fois, j'ai honte, tu vois, genre, t'es dans le bus, t'es dans le métro, tu vois des petits vieux ou des petites vieilles qui rentrent, t'as tout le monde qui baisse la tête parce que personne n'a envie de se lever. Pour moi, tu vois, genre, le respect des anciens, c'est archi important, ça a toujours été important depuis que je suis petit. Et en fait, ça, tu le vois en Asie, c'est un truc de malade. Tu vois, en Asie, ça serait pas du tout concevable de te dire que tes parents et ta famille, tu les mets dans un EHPAD. C'est pas concevable, tu vois. Tu les mets dans ta maison, c'est tes parents, enfin, tu vois. Et il y a un truc beaucoup plus fort dans ces pays-là. Et tu vois, du coup, toi, ça te donne en fait une perspective différente. Et au final, moi, je me suis dit, bah, en fait, peut-être que ma vie, j'ai envie de la vivre comme je veux.
Et peut-être que ma vie, j'ai envie de la vivre avec mes propres valeurs, avec mon compas, tu vois. Et c'est moi enfin, mon compas, ma boussole, pardon. Ouais. Et me dire, tu vois, bah oui, si potentiellement mes parents ils vont pas bien, est-ce que j'ai envie de leur acheter un appart juste au-dessus de chez moi et faire venir une infirmière si besoin, comme ça moi je les vois tout le temps. Est-ce que tu vois, enfin il y a plein de trucs comme ça où je trouve que c'est cool d'avoir vu des choses différentes pour t'ouvrir l'esprit et te dire bah en fait tu peux faire les choses différemment si tu en as envie. Ouais, complètement d'accord. Là, je vais passer sur la phase plus SaaS, Ouais. donc plus Lemlist. J'inviterai d'ailleurs celles et ceux qui nous écoutent à aller regarder exactement ce que c'est Lemlist. J'ai utilisé Lemlist, j'aime beaucoup d'ailleurs. Bravo pour ce que vous faites, franchement. Merci. Et je le disais dans l'intro, justement, je t'ai découvert grâce à cette vidéo, celle où tu expliques le fait que tu as refusé une levée de 30 millions, une proposition à 30 millions de dollars dans le cadre d'une levée. C'était une vidéo en anglais, il me semble, justement. Tu démarrais ta chaîne, ou en tout cas ça faisait pas si longtemps, tu n'avais pas encore énormément d'abonnés à ce moment-là. Pourquoi avoir fait ce choix de refuser justement cette levée de fonds? Ça peut être intéressant de revenir sur ce moment assez important, je pense, de ton épopée Lemlist, parce qu'il y a beaucoup de gens qui plus est à ton âge et à ce step-là n'auraient peut-être pas fait ce choix, et ça peut en aider beaucoup. Ouais, je vais être entièrement transparent sur toute l'histoire, les motivations et tout ce qu'on avait prévu de faire. En fait, au tout départ de Lemlist, moi, je suis dans un milieu où je vois que pour les startups, tu vois, je découvre le monde des startups, je découvre le monde du SaaS, j'ai jamais fait de software, de logiciel. Et en fait, ce que je vois, c'est que les boîtes qui ont des articles dans la presse, les boîtes dont on parle, les boîtes qui sont des licornes, etc., c'est que des boîtes qui lèvent des fonds. Donc, premier truc que j'essaye de faire, c'est de lever des fonds, tu vois. Donc, dès le départ, je contacte plein d'investisseurs. La plupart me mettent des grosses portes. Certaines personnes décident, tu vois, de me prendre en rendez-vous et de me dire, en gros, de me faire comprendre que je suis personne, que je suis sur un marché beaucoup trop concurrentiel et que dans tous les cas, tu vois, ça marchera pas, tu vois, et que je ferai une boîte à papa, tu vois, c'est ce que les personnes me disaient. Et donc, après ça, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est pas grave, prouve-leur le contraire, tu vois. Et donc petit à petit, j'ai grossi. Et en fait, rapidement, bah, tu vois, Lemlist, ça grossissait à fond. On a décidé de faire un side project, un projet à côté qui s'appelle Lempod. Très rapidement, Lempod, ça grossit jusqu'à, je crois, on faisait un peu plus de 600 000 euros de revenus récurrents annuels. On décide de le revendre. Donc j'apprends plein de choses. J'apprends comment tu revends une boîte, comment ça se passe. À côté de ça, j'ai un business qui grossit à plus de 30% tous les mois. Enfin, tu vois, genre, il y a plein de choses qui se passent. Et là, je décide de créer de plus en plus de contenu, de partager, tu vois, mes apprentissages en tant qu'entrepreneur, toutes les expériences que je fais, je les documente, etc. Et un moment, j'étais sur un podcast, le podcast de Nathan Latka, donc il fait un podcast aux États-Unis qui s'appelle The Top Entrepreneur. Et à un moment, et lui, en fait, dans son podcast, son but, c'est de vraiment parler de tes chiffres, tu vois. Donc, c'est très rapide et il te demande tes chiffres, comment tu grossis, et il vient te voir régulièrement, tu vois, pour traquer un peu ton évolution. Et là, il s'arrête à un moment, il me dit, mais en fait, tu as une croissance incroyable, vous êtes ultra rentable, vous n'avez aucune raison de vouloir lever des fonds, tu vois. Et c'est vrai que quand tu lèves pas de fonds, en fait, tu es ultra libre, tu fais ce que tu veux et tout. Et donc, je lui dis, franchement, la seule raison pour laquelle je leverais des fonds, c'est pour avoir un article dans TechCrunch. Et on commence à se taper des énormes barres, tu vois, tous les deux. Et il me fait, mais en vrai, genre, tu demandes à un VC de t'envoyer une term sheet, t'écris à TechCrunch à un journaliste et tu lui dis, voilà la term sheet que j'ai reçue, je te l'envoie en pièce jointe, je vais dire non et j'explique pourquoi, tu vois. Et je rigole, tu vois, et je dis, mais t'es un fou, tu vois. Et en fait, après, on termine le podcast et dans ma tête, je me dis, putain, mais en vrai, c'est une bonne idée, tu vois. Sauf que je vais le faire à la sauce Guillaume Houbèche, tu vois. Okay. Et donc là, je me dis, bah, en vrai, je commençais ma chaîne et il y a plein de personnes, tu vois, puisque je parlais beaucoup d'entrepreneuriat, qui me posaient des questions, comment on lève des fonds. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais interviewer des fondateurs de licorne. Donc j'avais eu Nicolas d'Algolia, Rodolphe de Spendesk. Tu vois, j'ai interviewé des fondateurs en live sur ma chaîne pour leur demander, tu vois, comment tu fais pour lever des fonds, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les avantages, les inconvénients et tout. Et après, je me suis dit, je vais faire la même chose avec des VC. Donc je rencontre plein de VC, je les interviewe, pareil sur la chaîne. Je me dis, ça apporte un max de valeur à tout le monde. Et une fois que j'avais cette base, là, je me dis, bah, maintenant, je me mets en mode YouTube. Et en mode YouTube, c'est quoi? Il faut passer à l'action. Donc je leur dis, écoutez tout le monde, je me laisse genre un mois pour lever 20 millions. Tu vois. Et je l'annonce publiquement, je l'annonce sur LinkedIn, etc. Et je dis, et pour ça, je vais vous faire venir avec moi en immersion sur un process de levée de fonds.
Là, il y avait une VC aux US qui s'appelle Pascal Dienne qui m'avait contacté. Et je lui dis, Pascal, genre on avait vachement bien accroché, je lui dis, Pascal, est-ce que tu es motivé pour que je fasse un pitch en live? On va le recorder. Et toi, tu es VC depuis 15-20 ans. Bah, tu me challenges de ouf en fait. Challenge-moi sur les chiffres, challenge-moi sur ce que je demande en investissement et on le fait en mode live, tu vois. Et donc là, je le record. On fait le truc avec Pascal, le truc qui dure 1 heure et la vidéo, elle explose, tu vois. Et elle explose parce que les gens, tu vois, ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais vu des VC poser en live des questions. Les questions, elles sont ultra pertinentes. Enfin, tu vois, c'est un vrai échange. Moi, en plus, je suis ultra transparent, j'ai rien à perdre, tu vois. Donc, en fait, j'y vais vraiment all-in. Et là, à ce moment-là, il commence à avoir genre tous les fonds qui m'écrivent. Donc, je reçois des dizaines et des dizaines d'emails de fonds, machin. Et puis, Pascal, après, elle décide qu'elle allait m'envoyer une term sheet. Et je lui dis, Pascal, écoute, je vais être transparent avec toi. Moi, je t'aime bien comme personne. Si tu m'envoies une term sheet, je vais dire non. Et l'objectif, tu vois, pour moi, ce sera de dire non et de montrer, tu vois, que en fait, on peut construire une boîte bootstrap, que c'est pas parce qu'on lève des fonds qu'on est forcément, tu vois, la meilleure des boîtes, qu'on est la boîte la plus successful, et en fait qu'il y a d'autres voies, que tu peux prendre d'autres voies, et que ne pas lever, c'est aussi une voie de la réussite, tu vois, et que le succès, en tout cas, il devrait être potentiellement redéfini. Et ça, c'est plutôt un truc philosophique, tu vois, que j'ai par rapport à tout ça. Et elle me dit, tu sais quoi, franchement, t'inquiète, je m'en fous, c'est cool. J'ai eu plein de gens qui m'ont contacté, j'ai des fondateurs qui n'arrêtent pas de m'écrire, ma mailbox, tu vois, mon pipe de deal en inbound, il est énorme, tu vois. Donc elle me dit, t'inquiète, pas de souci, il y a zéro souci, merci d'être transparent et tout. Et là, en fait, le truc commence à build up et il y a des gens, en fait, des fonds qui pètent des câbles et qui m'envoient des term sheets alors que je leur ai jamais parlé, que je les connais pas, qui veulent à tout prix me rencontrer. Et sauf que là, tu vois, moi, je voulais lever 20 et là, je reçois une autre term sheet à 30, sauf qu'à ce moment-là, on parle de secondaire. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais entendu de ma life avant. Et en fait, le secondaire, j'apprends que tu as des fonds qui sont OK pour te donner du cash à toi en perso et pas directement dans ta boîte. Donc juste, peut-être pour ceux qui écoutent, tu vois, une levée de fonds, c'est tu lèves des millions, mais les millions, tu les prends pas toi en perso. Les millions, ils vont dans ta boîte. Donc en vrai, quand tu es en train de grossir et que tu as une croissance rentable, rajouter plus de cash et dépenser beaucoup plus de cash, oui, tu vas pouvoir recruter, dépenser plus, mais c'est aussi plus de problèmes potentiellement, tu vois. Et l'argent résout pas tous les problèmes quand tu veux faire grossir ta boîte. Et donc là, tu vois, c'était totalement différent parce qu'eux, ils disaient, bah, y a 15 millions qui vont dans la boîte et 15 millions qui vont en perso, tu vois. Et ça change toute la narrative parce que moi, dans ma tête, j'étais là, bah, on va dire non à une levée, on s'en fout. Mais là, d'un coup, tu vois, on me propose quoi, 5 millions dans ma poche, quoi. Et là, je me dis, putain, mais ok, genre, faut réfléchir et tout. Et puis après, je me dis, non, tu sais quoi, genre, bah, porte tes voilà, et va jusqu'au bout. Et du coup, dis non, tu vois. Et donc, en gros, je dis non publiquement. Et là, tu vois, après, c'est repris. Il y a Combini qui vient me voir, qui me demande pourquoi, etc. Et tu vois, et j'explique en fait que, bah, voilà, quand tu lèves des fonds, les boîtes qui lèvent des fonds, il ne faut pas oublier que leur valorisation, elle est quand même assez artificielle, qu'on ne parle pas trop aussi de la pression que ça met sur un fondateur. Ouais. En fait, qu'on glorifie à fond, tu vois, les levées de fonds. Mais en gros, globalement, le système, je ne dis pas que c'est mauvais, tu vois, il y a plein de boîtes à qui ça réussit. Mais moi, ce que je trouve un peu compliqué, c'est que les fondateurs ne jouent pas avec les mêmes règles que les investisseurs. Un fondateur, en fait, lui, il est tellement attiré, tu vois, par ce shine, par le fait que ça va accélérer, par le fait que ça va grossir vite, qu'en fait, il est prêt à sacrifier énormément de choses. Alors que le fonds, lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il investit dans 10 boîtes et il sait que dans les 10, il n'y en a que 2 ou 3 qui vont lui rapporter de l'argent, tu vois. Ouais. Et encore, même. Et encore. Ouais. Et encore, tu vois, là, je suis genre vraiment optimiste. Ouais. Et ça, tu vois, je trouve ça dur parce que du coup, en fait, moi, j'ai tellement d'histoires avec des fondateurs de boîtes qui auraient pu faire des boîtes vraiment cool, avec une très bonne culture. Ils auraient pu se faire beaucoup d'argent grâce à ça, mais en fait, ils ont levé beaucoup. Les investisseurs mettent ce qu'on appelle des clauses de préférence. Donc, en fait, ça veut dire que quand un investisseur... par exemple, mettons qu'un investisseur te donne 20 millions pour prendre 20% de ta boîte. Maintenant, si demain, la boîte, elle est vendue à 20 millions, bah en fait, toi, tu toucheras zéro, même si tu as 80% de ta boîte, parce que la liquide préférentielle de l'option, bah en fait, dit que les investisseurs récupèrent leur argent en premier. Et certains même ils vont mettre des multiplicateurs sur leur liquide préf. Ils peuvent dire, moi, c'est 2x jusqu'à temps, tu vois, genre jusqu'à 40 millions, bah, j'ai 2x, et après, c'est normal, tu vois. Et ça, en fait, c'est ultra compliqué. Et donc, des fois, tu vois, tu te retrouves avec des fondateurs qui ont bossé pendant 8-10 ans avec des fonds qui leur limitent leur salaire, qui les empêchent, tu vois, de prendre des décisions un peu plus bold, etc. Et derrière, en fait, ils se retrouvent avec quasiment rien. Ils vendent la boîte un peu à la casse.
et c'est fini. Parce que le fonds, tu vois, au bout de 7 ans maximum, il faut qu'il ait un retour sur le cash qu'il a investi. Et tu vois, il y a plein de choses que les fondateurs ne voient pas au départ et qui découvrent un peu après. Et c'est pour ça, tu vois, que les founders, évidemment, les fonds, tu vois, ils vont toujours dire non, mais c'est la base, tout ça. Ouais, mais quand toi, tu as des règles qui sont différentes, c'est sûr que c'est plus facile, tu vois, pour toi de jouer. C'est super intéressant. Tu viens de démystifier pas mal d'éléments justement à l'égard de la levée de fonds et plein de choses. On y reviendra. Mais avec ton expérience et le recul que tu as aujourd'hui, sachant que c'était la première fois que tu te plongeais dans le monde des SaaS, quels sont les mythes les plus courants sur le démarrage d'un SaaS que tu souhaites démystifier ou que tu peux mettre en lumière pour dire les gars, tout le monde pense ça, mais la réalité quand même c'est ça? Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier truc, c'est j'arrive à vendre avant d'avoir construit un produit. Ça, en fait, franchement, à moins, tu vois, que tu crées un logiciel pour des boîtes qui soient très grosses et que tu sois très bon en vente avec un track record, tu vois, qui soit assez impressionnant et donc tu as déjà tes contacts et des gens qui peuvent un petit peu signer un contrat pour financer un peu le développement, le co-développement. Ça arrivera jamais. Surtout de moins en moins parce qu'en fait, la barrière à l'entrée pour créer un SaaS, elle est de plus en plus basse. Donc, il y a plein d'outils no-code qui te permettent de créer tes logiciels. Mais par contre, les attentes de l'utilisateur SaaS sont beaucoup plus élevées. Donc, pour créer un produit, tu vois, qui soit assez puissant pour que les gens aient envie de payer, bah, en fait, il faut quand même qu'il y ait une base qui soit assez solide. Et ça prend du temps. Le deuxième point, c'est facile, tu vois, de faire un SaaS et de le monter jusqu'à 1 million d'ARR. Donc 1 million de revenus récurrents annuels. En fait, le service et le logiciel, c'est totalement l'inverse. Avec du service, c'est facile de faire, c'est faisable rapidement de réussir à générer du chiffre d'affaires. Tu vois, monter à 10 000 euros par mois quand tu vends du service, il y en a beaucoup qui le font en quelques mois, tu vois, ou 6 mois. Un logiciel, le faire monter à des dizaines de milliers d'euros, ben en fait, entre le temps que ça prend de développer, les feedbacks utilisateurs pour itérer sur tes fonctionnalités, etc., la timeline, elle est beaucoup plus longue. Plus le churn. Les gens qui sont pas contents. Tu recules. Exactement, tu vois, les gens qui sont pas contents, tu vois, des fois, qui arrêtent leur subscription. En fait, ça, je dirais que c'est les deux plus gros mythes autour du SaaS. Et les gens pensent que c'est un peu l'Eldorado, mais c'est compliqué. Et un autre point aussi, quand toi, tu viens plutôt du côté business, c'est travailler avec des développeurs, tu vois. Je dirais que c'est des skills qui s'apprennent et c'est quelque chose qui est pas forcément évident, tu vois. Ouais, complètement. Toi, tu avais cette strate technologique où tu la comprenais, tu la maîtrisais ou... Moi, en fait, à la base, je suis ingénieur chimiste, donc rien à voir. Donc, le seul code que j'ai fait, c'est du C. Par contre, le truc que j'ai toujours eu en fait la logique du code. Donc, en gros, je comprends pas mal les basiques, tu vois, de comment ça fonctionne. Et par conséquent, je ne suis pas forcément frustré et je comprends, tu vois, la logique derrière des bases de données, la façon dont tes bases de données sont structurées. Pourquoi est-ce que quand tu changes une fonctionnalité qui a l'air ultra simple d'un point de vue utilisateur, ben en fait, c'est ultra compliqué de niveau tech. Donc, en fait, je n'ai pas du tout cette frustration et je le comprends et j'arrive à bien me mettre à la place des développeurs et j'arrive à bosser avec des développeurs pour trouver des solutions ensemble, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant et justement... outre la partie levée de fonds ou mythe, tu as développé plusieurs SaaS du coup sans aucune levée de fonds, en bootstrap complet. Quels ont été les challenges auxquels il faut absolument s'attendre selon toi lorsque tu développes un SaaS sans financement extérieur? Parce que lorsque tu fais une levée de fonds, alors que tu as déjà développé peut-être un proof of concept ou au moins MVP, tu as un peu de concret tel que tu l'as évoqué, mais lorsque tu veux vraiment développer Bootstrap, et il y en a de plus en plus, comme tu le dis très bien, les barrières à l'entrée sont diminuées, il y a des outils no-code, avec ChatGPT, l'IA, etc. Il y a beaucoup de gens j'en ai de plus en plus même dans mon entourage qui me disent je veux créer le prochain ci, le prochain ça, le truc. Et lorsqu'ils te l'évoquent, ils te le partagent, ça paraît simple comme bonjour, tu vois. Limite comme si j'allais vendre une prestat de service pour faire ton personal brand sur LinkedIn, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de fausses croyances à cet égard. Quels sont justement les éléments, ce à quoi s'attendre quand tu développes un SaaS en bootstrap complet? Je pense qu'il faut être ultra patient, tu vois. Et un des trucs que les gens regardent quand ils construisent un SaaS, c'est leur revenu récurrent mensuel, donc le MRR. Et en fait, ils sont focalisés, par exemple, sur leur chiffre d'affaires mensuel, si tu veux, on va appeler ça comme ça. Alors qu'en vrai, ce que tu dois être, la métrique que tu dois regarder, c'est ta croissance mensuelle.
Donc, tu vois, typiquement, quand on a commencé la M-List, on faisait peut-être 1 000 euros, tu vois, le premier mois. Quand tu bosses sur un projet depuis quelques mois et tu fais 1 000 euros, en fait, tu vois, genre, tu te dis, pas ouf, tu vois, ça met pas énormément de thunes, quoi. Et le mois d'après, en fait, tu passes à 1 300, tu vois. Donc, te dire, tu passes de 1 000 à 1 300, en fait, la plupart des gens, ils vont être découragés, alors qu'en vrai, Tu fais 30% de tu fais croissance. 30% de croissance, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens, et j'en vois tout le temps, en fait, qui viennent me voir avec des métriques, tu vois, sur leur SaaS. Ils me disent, bah, franchement, ça fait 1 an, on est à, genre, le mois dernier, on faisait 3 000, ce mois-là, on est genre à 3 600. Franchement, ça grossit pas, on est découragé. Nous, on pensait qu'on allait atteindre 1 million, genre ultra rapide. Et je suis là, mais attends, 3 000, 3 600, tu as fait 20% de croissance, en fait. Est-ce que tu peux refaire ça, tu vois, le mois prochain? Ouais, je pense. Bah ouais, sauf que tu vois, quand tu es à 10K et que tu fais 20%, bah, tu passes à 12K. Quand tu es à 20K et que tu fais 20%, bah, tu passes à 24K. Et en fait, petit à petit, tu as les intérêts composés. Et ça, c'est un truc que les gens sous-estiment de ouf, alors que dans le SaaS, c'est vraiment très, très puissant, tu vois. Ouais, complètement. C'est hyper important ce que tu évoques ici parce que la plupart des gens veulent, ont la capacité à surestimer ce qu'ils sont en capacité de faire en 1 an, mais à sous-estimer ce qu'ils sont en capacité de faire en 3 ans, en 5 ans, en 10 ans. Et ce principe des intérêts composés, je pense qu'il est encore plus présent dans un business model tel que le SaaS, où tu as cette notion de compound effect, cette notion de churn, cette notion d'acquisition que tu vas pouvoir linéaire que tu vas pouvoir créer. Et justement, quelles ont été les différentes stratégies d'acquisition que vous avez pu mettre en place lorsque vous avez lancé l'Emlist pour vous différencier dans un marché qui est quand même assez concurrentiel, Ouais. et puis du coup réussir plutôt bien et plutôt rapidement à prendre des parts de marché et puis à avoir le succès que vous avez eu? Ouais, c'est une bonne question. En fait, si tu veux, l'Emlist, c'est dans un marché qui est ultra concurrentiel, énormément d'acteurs sur la prospection commerciale, tout ça. Même des fois qui sont intégrés en natif dans les outils comme LinkedIn par exemple. Bien sûr, ouais. T'as plein de choses, tu vois, qui existaient sur le marché. Et en fait, moi, en gros, comme je venais de là, de par mon agence, je me suis dit, OK, c'est quoi le problème que les gens rencontrent? Et le problème que les gens rencontrent, c'est quand tu lances une campagne de prospection, quel est, tu vois, ton taux de meeting booké? Donc, avec combien de personnes tu vas pouvoir prendre de rendez-vous? Combien de prospects tu vas pouvoir prendre de rendez-vous? Et je me suis dit, OK, ça, c'est le plus gros problème. Et comment on résout ça, tu vois? Et je me suis dit, moi, en fait, plus tu personnalises, plus tu arrives à essayer d'attirer l'attention de la personne, plus tu vas avoir de réponses. Donc, en fait, le premier point quand tu construis un logiciel dans un marché qui est ultra concurrentiel, c'est te dire, je veux pas être meilleur au début, tu veux être différent. Et moi, la différence, c'était qu'on était la première plateforme à intégrer des images et des vidéos personnalisées dans les emails. On était nul à chier sur toutes les autres fonctionnalités que les gens avaient l'habitude d'utiliser, mais par contre, sur ça, on était totalement unique, totalement différent. Et en fait, ça pouvait résoudre le problème que les gens avaient, qui était, on veut avoir plus de meetings avec nos prospects. Ouais. Et donc, en martelant, tu vois, au début, ce positionnement, ça nous a permis déjà d'être différents et d'attirer, en fait, toutes les personnes qui sont plutôt early adopters ou innovateurs. Donc, qui cherchent des solutions, tu vois, tout le temps innovantes. Et après, à l'époque, moi, tu vois, on a commencé, en fait, le logiciel avec juste 1 000 euros, tu vois, c'était l'argent qui nous restait. Et en gros, à ce moment-là, moi, je me suis dit, c'est simple, on crée un logiciel de prospection, donc je vais l'utiliser. Donc moi, j'utilisais le logiciel, je faisais des prospections, en fait, sur 3 marchés différents. Je faisais marché APAC, donc Asia-Pacifique, essentiellement Australie, Hong Kong, Singapour, qui sont des pays assez européanisés, ou en tout cas où ils parlent très bien anglais et avec lesquels, tu vois, tu peux faire du business. Ensuite, je faisais Europe, majoritairement France, UK. Et ensuite, je faisais North America, donc États-Unis, Canada. Et en gros, je lançais mes campagnes, tu vois, sur ces 3 segments différents. Et ensuite, très tôt le matin, je faisais les démos pour l'Asie et l'Australie. Entre fin de matinée et milieu d'après-midi, j'étais en Europe. Et ensuite, je faisais les démos le soir pour les US. Et en fait, ça m'a permis de tester très rapidement des marchés et de voir ce qui fonctionnait le mieux. Donc en France, j'arrivais parfois à avoir des rendez-vous, mais les gens, c'était des gros crevards. Personne ne voulait payer, les gens, ils sont pessimistes, etc., etc. États-Unis, Australie, c'est là où j'avais le taux de closing le plus élevé, en fait. Ouais. Et en gros, ce que je faisais, c'est que je lançais mes campagnes. Il y en avait plein où je me faisais insulter parce que je testais des dizaines de campagnes différentes. Et certaines étaient très agressives, d'autres étaient plus light, un peu plus créatives et tout. Celles qui ne fonctionnaient pas, j'en parlais pas. Mais celles qui fonctionnaient,
je décidais d'écrire des articles à propos de ces campagnes et je les partageais, tu vois, dans des communautés aux US, etc., sur comment trouver ses premiers clients, comment faire de la prospection quand tu es un commercial, etc., etc. Après ça, je faisais beaucoup de campagnes en fait de networking avec des head of sales pour savoir un peu quelles étaient leurs problématiques et tout. Je les invitais en fait dans une communauté que j'ai créée. Cette communauté, je continuais de partager des articles. Je me positionnais aussi, tu vois, comme une personne qui était, donc on dit thought leader, donc ça serait une sorte d'influenceur sur un domaine spécifique. Et en fait, ce que je faisais, c'est par exemple, tu vois, et au début, tu fonctionnes au culot, tu vois. Je vais prendre des noms français de startups, comme ça parlera peut-être à tout le monde. J'allais contacter le head of sales de Aircall et j'allais lui dire hey, j'ai contacté, je suis en train de parler avec le head of sales de Payfit, de Swile et de machin. On est en train de discuter genre de la façon de faire de l'outbound. Est-ce que tu as 15-20 minutes pour qu'on discute de toi, la façon dont tu t'y prends et voir, tu vois, si on peut échanger 2-3 best practices. Donc évidemment que le gars, il allait accepter. Sauf qu'en fait, au gars de Payfit, au gars de Swile et au gars d'autres, en fait, je changeais juste un nom et je mettais Aircall cette fois-ci et ainsi de suite, tu vois. Et en gros, est-ce que je mentais ? Je suis pas exactement en train de leur parler, mais je leur ai quand même envoyé un email. Donc moi, j'ai parlé, eux, ils n'ont pas encore répondu, tu vois. et en fait, en faisant ça, petit à petit, tu vois, je créais un réseau. Et après, tu vois, j'allais écrire un article où j'allais le poster dans la communauté. Tu vois, en gros, comment Aircall, Swile et Payfit font leur prospection, les e-learning. Et après, sauf que ça, tu vois, je le faisais avec des boîtes aux US, avec des gens beaucoup plus connus. Et en fait, petit à petit, quand j'avais les insights de ces personnes-là, en fait, ça m'aidait à développer les bonnes fonctionnalités dans le produit pour résoudre leurs problèmes et après leur en reparler. Et petit à petit, en fait, comme ça, tu vois, en apportant énormément de valeur, en utilisant mon propre produit, en documentant tout ce que je faisais, en fait, je me suis créé une notoriété dans l'univers et dans le monde du sales, surtout basé aux États-Unis. Et en fait, grâce à ça, petit à petit, pareil, tu as les intérêts composés parce que tu utilises les audiences des gens. En fait, je pense que les gens ont toujours tendance à complexifier un business et la création d'un business. Mais en gros, en B2B, donc quand tu t'adresses à des entreprises, soit tu fais gagner de l'argent aux gens, soit tu leur fais gagner du temps. C'est aussi simple que ça. Tu vois, le ROI, c'est soit je vous fais gagner du temps, soit je vous fais gagner de l'argent. Et pour que les gens, en fait, acceptent de travailler avec toi, la seule chose que tu dois créer, c'est de la confiance. Ouais. Et la confiance, pour moi, en gros, si tu le break down, en fait, tu as peut-être 3 éléments. C'est la connexion émotionnelle. Donc là, par exemple, les gens qui regardent la vidéo ou qui écoutent le podcast, tu vois, ils nous voient parler, ils te voient, t'es souriant, t'es en chemise et tout. Tu vois, il y a une connexion émotionnelle. Je me dis, ouais, Alec, il a l'air sympa, il a l'air cool. Oui, j'ai envie de lui faire confiance, tu vois. Ensuite, tu as la partie crédibilité. Donc, est-ce que ce que tu dis, c'est pertinent ? Est-ce que j'apprends quelque chose ? Est-ce que quand tu me dis que quand tu me fais une promesse, tu arrives à délivrer ? Et après, il y a la reliability. Et là, c'est vraiment plus sur le côté delivery. Et est-ce que à ce moment-là, tu vois, quand tu as montré des choses que tu as voulu enseigner, est-ce que ça a porté ses fruits ? Et ça peut venir de témoignages clients, etc. Tu vois. Et en fait, une fois que tu as vraiment compris ça, en fait, il faut juste faire la même chose et le répéter, et le répéter, et le répéter. Et en fait, l'avantage du logiciel, c'est qu'au départ, tu as un utilisateur. Si l'utilisateur il est content et que tu t'es bien occupé de lui, il va en parler à 2 personnes. Ouais. Donc là, d'un coup, tu as 3 utilisateurs. Tant que les 3 ils sont contents, ils restent. Après, les 2 nouveaux, ils en parlent à 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, tu as vraiment une sorte de croissance exponentielle qui se met en place avec des gens qui parlent positivement de ton logiciel. Ouais, pour booster le bouche à oreille, vous avez mis en place un système d'affiliation ou pas ? On a essayé, c'était un énorme échec. Ah, c'est intéressant ça. Pourquoi selon toi ? Parce qu'il y a certains business où l'affiliation est un catalyseur de croissance juste énorme et pour d'autres où ça ne marche pas du tout. En fait, je pense que j'ai été très mauvais quand je l'ai fait. Okay. En fait, j'essayais de tout faire à l'époque. Tout à l'heure, tu avais dit je crois qu'on était à 8 personnes pour 1 million. En fait, en vrai de vrai, on était, je pense, 5 ou 6. Je grossissais la team à l'époque. Je disais qu'on était un peu plus parce que je trouvais que c'était plus cool de dire qu'on avait une grosse team. Mais en vrai, on était genre 5 et pour 1 million d'ARR. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Aujourd'hui, on est 75. C'est le vrai chiffre ? Ouais, c'est le vrai chiffre. 75 et on terminera l'année à, je pense, 25 millions d'ARR. Okay. Et en gros, tu vois, je me disais, putain, mais il faut qu'on fasse de l'affiliation. On a une marque que les gens aiment bien, on est un peu différent, c'est sûr qu'ils vont nous recommander. Et donc, j'ai créé un truc avec PartnerStack, tu vois. Donc, ça te permet de traquer automatiquement les gens qui te rapportent des clients, tout est automatisé. Et en fait, on s'est retrouvé avec des gens qui... et l'histoire, elle est assez marrante. En fait, moi, j'avais laissé totalement ouvert l'affiliation. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait devenir affiliate. Et là,
l'Emlist commence vraiment à grossir de façon exponentielle et je vois qu'on a un de nos partenaires qui grossit aussi de façon exponentielle. Et moi, je me dis, putain, trop cool, ça y est, on a réussi, tu vois, à nailer le positionnement de l'affiliation, ça va être trop bien, des gars comme ça, on va en avoir plein et tout. Je pars au Sri Lanka. Et là, quand je suis à l'étranger, j'aime bien taper l'Emlist dans Google, tu vois, parce qu'en fait, l'Emlist, quand je l'ai créé, c'est un mot qui n'existait pas. Et donc, quand tu tapais l'Emlist dans Google, il y avait écrit 0 résultat de recherche. Tu n'avais même pas des trucs associés, tu vois. Donc, j'aime bien le faire à l'étranger. Comme ça, je vois le nombre de résultats de recherche et ça me donne un peu l'impact de la brand qu'on a créé au fur et à mesure des années. Et là, je vois, premier résultat, un lien sponsorisé, tu vois. Et je me dis, wesh, c'est bizarre. Lien sponsorisé, j'ai jamais fait de pub de ma vie, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là, je clique et en fait, je vois que le gars qui fait de la pub, c'est un de nos affiliés qui a juste acheté le nom Lemlist et du coup, en fait, il nous vole tout notre trafic organique. Et quand je regarde en fait son funnel, tu vois, de personnes qui signent, personnes qui deviennent en gros, qui créent un compte gratuit et qui deviennent clients payants, je me dis c'est exactement le même funnel que nous. Et donc, en fait, ce mec, il était juste en train de nous voler tout notre trafic organique. Ouais. Sa campagne AdWords à setupé, ça a dû lui prendre littéralement 4 minutes. Et le gars, en fait, tous les mois, il se prenait des centaines, puis des milliers d'euros, step by step, tu vois. Donc, lui, je l'ai cut. Et après, quand j'ai regardé, du coup, tu deviens parano. Et j'ai commencé à regarder les autres affiliates. Et là, je me suis rendu compte que c'était que des trucs un peu scammy, des mecs, en fait, qui avaient déjà plein de comptes chez nous et qui réutilisaient des liens pour avoir la discount, plus le referral, enfin... Bref, vraiment pas ouf, mais en toute transparence avec toi, c'est une mauvaise exécution de ma part. Je pense qu'un programme d'affiliation chez nous, ça pourrait très bien marcher, mais il faut juste être sûr de bien sélectionner les partenaires en amont, leur mettre un contrat qui soit très clair sur les choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, et ensuite, tu vois, tu le développes, mais tu le développes plus dans le relationnel, quoi, ce qu'on n'a pas du tout fait. Ouais, complètement. Il y a un point tout à l'heure que tu as soulevé qui répond à une question que je voulais te poser, mais j'ai envie vraiment de le mettre en lumière parce que ça peut aider beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par les SaaS. C'est quand tu veux développer un SaaS, tu as envie de développer une machine. Tu as envie de développer un truc de fou. En plus, tu mets beaucoup d'amour dans ton produit. Aujourd'hui, Lemlist, après toutes ces années, c'est un produit qui est complet, qui a abouti, qui a fait ses preuves. Mais lorsque tu le lances, que tu démarres, bah, effectivement, il n'y a pas tout qui fonctionne. Et tu l'évoquais très très bien. Tu te dis, OK, nous, on a identifié notre singularité, là où on veut être bon et là où on veut être unique, photo, vidéo. Intégré dans les emails directement pour de la prospection automatique ou partiellement automatique, et tout le reste on l'avait un peu mis de côté, c'était un peu la merde pour reprendre tes termes. Et, tu peux dire ça, ouais. et du coup justement l'idée ici sous-jacente, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un SaaS, qui lui aussi a envie de mettre en place plein de features, qui a envie de créer un produit de ouf, mais qui doit prioriser. Donc il y a certes le conseil ici, trouve l'élément unique qui va apporter un maximum de valeur par rapport à ton spectre concurrentiel et par rapport aux besoins du coup de ton user. Est-ce qu'il y a un autre conseil ou d'autres conseils que tu aimerais partager pour permettre à un individu d'avoir une sorte de framework qui lui permet de prioriser les features qu'il doit lancer dans sa roadmap? Ouais, je pense en fait, si on veut discuter un peu de ce problème, je pense qu'il faut le splitter en deux parties. Ouais. La première partie, c'est déjà quel est ton marché. Est-ce que tu es dans un marché ultra concurrentiel, ou donc on peut appeler Red Ocean, ou est-ce que tu es dans un marché qui est totalement libre et qu'on peut appeler Blue Ocean? En gros, quand tu arrives sur un nouveau marché où il n'y a pas du tout de concurrents, ouais, en fait, tu n'as pas vraiment besoin de créer quelque chose très complexe. Tapis rouge. Voilà, c'est vraiment tapis rouge. Et ça, tu vois, c'était le cas avec l'Empod. C'est-à-dire que l'Empod, on l'a lancé, on l'a codé en 3 jours. Le produit était dégueulasse. Il n'y avait qu'une fonctionnalité qui était un problème qu'on voulait résoudre. Et ça, en fait, comme ça n'existait jamais sur le marché, en fait, les gens ont adoré. Et très rapidement, il y a eu du bouche à oreille et ça a bien marché, ça a bien fonctionné et ça s'est développé, tu vois. Donc, ça, c'est le premier point déjà, c'est si tu es sur un marché, tu vois, où il n'y a personne et ce que tu fais, c'est unique, te prends pas la tête à faire un truc incroyable, lance le plus rapidement possible et itère avec tes utilisateurs. Ouais. Ensuite, si tu es sur un marché qui est Red Ocean, donc avec énormément de compétition et donc les gens, forcément, ils ont des attentes. Tu vois, là, par exemple, on a lancé Lemcal, qui va être un gros concurrent de Calendly. Bah, en fait, les gens, ils ont déjà les attentes d'une utilisation de Calendly, tu vois. Et donc, Calendly, c'est quand même un produit qui existe depuis 10 ans. Les mecs, ils ont taffé. Oui, on peut critiquer, dire que c'est simple, qu'il manque plein de trucs et tout. Mais en fait, déjà, pour arriver à ce niveau, ça prend du temps. Donc, en fait, quand tu es dans ce genre de milieu, ce qu'il faut que tu arrives à trouver, soit tu te différencies, comme ce qu'on a fait avec Lemlist, donc sur une fonctionnalité très précise, soit sinon, tu te différencies par rapport à une cible. Et ça, je trouve que c'est en général le truc le plus malin. C'est-à-dire que tu vois, un produit comme Calendly, c'est un produit qui est pour tout le monde.
Et donc, ils ont fait des choses pour tout le monde. Leur message, il est pour tout le monde, etc. Alors, ce que tu pourrais faire, c'est te dire, en fait, je vais faire le Calendly pour les docteurs. Ou je vais faire, et bon, c'est Doctolib, mais en gros, je vais faire le Calendly pour, je sais pas moi, les institutrices ou des choses comme ça, tu vois. Et du coup, tout ton marketing et toutes les fonctionnalités que tu vas développer, elles vont être spécifiques à ces personnes-là. Et en fait, tu vas te rendre compte que peut-être que les écoles, ils utilisent tous un logiciel dont toi, tu n'as jamais entendu parler, mais en fait, ça serait trop cool de faire une intégration avec, et Calendly, jamais de leur vie feront cette intégration. Et donc, en fait, en ayant ta cible très spécifique au sein, tu vois, d'un marché très compétitif, en fait, tu peux développer la fonction qui n'existait pas avant pour cette cible-là qui était au final mal servie. Et d'un coup, en fait, tu deviens le leader sur le marché et tu as un effet de bouche à oreille qui est beaucoup plus grand. Et après, tu peux décider, au bout de quelques temps, d'aller targeter une autre verticale. Complètement. Ouais, c'est hyper intéressant et ça me permet de rebondir sur un sujet, c'est que tu développes donc l'Empod, en même temps tu développes l'Emlist au même moment. Souvent on dit le focus c'est hyper important, etc. Finalement, l'Emlist devient un mastodonte de son marché à l'international, etc. Et ce qu'il est aujourd'hui. L'Empod fait à ce moment-là, quand tu le revends, 600 000 d'ARR. C'est quand même un très beau résultat également. En très peu de temps qui plus est. Comment tu fais pour gérer ton temps à ce moment-là entre les deux projets? Est-ce que c'est la raison peut-être pour laquelle tu as vendu l'Empod pour te concentrer sur l'Emlist? Ça peut être intéressant justement d'avoir cette data parce que c'est un petit peu aux antipodes des différents conseils qu'on entend, voire même qu'on donne. Ouais, de ouf. En fait, je dirais genre perdre mon focus m'a rendu multimillionnaire, tu vois. Ça pourrait être une tagline, tu vois. Mais pour être entièrement honnête avec toi, je pense qu'à l'époque, j'étais pas assez bon en fait. Tout simplement, tu vois, pas assez bon pour gérer plusieurs projets. Et donc, du coup, l'Empod, on a fait un coup un peu opportuniste. Ça a grossi ultra rapidement. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte comment est-ce que je fais, tu vois, pour avoir le temps de faire 2 projets, recruter sur 2 projets. Déjà que j'étais nul pour recruter. Donc, tu vois, t'as une boîte qui grossit très vite et tout, mais t'as pas créé une marque suffisamment forte. Moi, j'étais quelqu'un avec 0 track record avant. Enfin, tu vois, j'avais pas fait de boîte ultra successful. Enfin, tu vois, personne me connaissait, quoi. Et donc, pour convaincre les gens de te rejoindre, c'est dur. Donc, en fait, les seules personnes qui te rejoignent dans ton équipe, c'est des gens qui sont pas forcément très bons, mais qui sont peut-être ambitieux et qui veulent apprendre. Donc, en fait, tu dois passer du temps à former et tout. Et en fait, juste, j'étais pas du tout assez bon pour scaler et faire passer à l'échelle une équipe. Et du coup, je me suis dit, et il y avait aussi ce point-là, je pense, qui est quand même important, c'est que tu as ce truc, quand tu as revendu une boîte, qui te donne un peu de crédibilité, tu vois. Et là, je me dis, on a un projet, l'Emlist, genre, je sais qu'on va faire un truc international, qu'on va tout dégommer. Enfin, tu vois, je suis très confiant dessus. Et après, j'ai l'Empod qui grossit. Mais c'est un projet, tu vois, où il y a plein de merde, c'est un peu chiant. Et même si on fait une cache et que c'est beaucoup de cache et que c'est une machine à cache, en fait, je me dis, pourquoi on le vendrait pas? On documente tout, ça nous donne plus de crédibilité en tant que boîte. Et pour nous, ça nous fait du cash en plus. Donc, faisons-le, tu vois. Et il y avait peut-être un côté, peut-être un peu de vanity metric, tu vois. Là-bas, j'étais tellement content d'avoir pu mettre Exited SaaS Founder, tu vois. Alors qu'en vrai, derrière, tu vois, quand tu réfléchis, après, par la suite, tu te dis, bon, est-ce que vendre un business qui grossit très vite, c'est le meilleur investissement, surtout dans le SaaS? En fait, tu te rends compte, non, parce que tu as sous-estimé, tu vois, les intérêts composés. Et en fait, tu te dis que un business, quand il est à 1 million, les multiples, quand tu le revends, c'est généralement entre 2,5 et 4, mais en fait, quand il est à 10 millions, quand tu le revends, les multiples, c'est plutôt entre 5 et 7. Et quand tu dépasses les 20, en fait, ton multiple, il peut être à plus de 10. Enfin, tu vois. Et ça, en fait, tu le vois pas, quoi. Ouais, donc c'est finalement un coup d'opportunité caché que tu as identifié après coup. Mais c'est intéressant et on y reviendra parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'Emlist, il y a aussi l'Empire et puis l'Emcal. Mais avant ça, pour rappeler l'objectif de l'Emlist, donc c'est une plateforme qui va automatiser une partie de la prospection pour les entreprises. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, et moi le premier, où on fait beaucoup de prospection, alors dans mon cas, c'est plus du setting par rapport à l'ampleur de la visibilité qu'on a su créer en organique sur nos différents réseaux sociaux, etc. Que tu sois un business qui cherche à acquérir ses premiers clients
qui fasse 100 cas par mois, 500 cas par mois ou 5 millions par mois, à un moment donné, tu as besoin justement de faire de l'inbound, de l'outbound et de mettre en place des stratégies de prospection, de setting, de qualification ou de closing. Quels seraient les différents conseils que tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent justement pour faire une prospection efficace ? J'imagine que c'est une question qui t'a été souvent posée et que tu t'es souvent posée pour justement créer le produit idéal pour ça. Parce qu'aujourd'hui, entre toi et moi, 90% des sollicitations qu'on a sur les réseaux, voire 99% des sollicitations qu'on a sur les réseaux, c'est des messages automatisés illisibles, impersonnels, qui ne donnent pas envie, qui restent en non lu ou qui restent juste en lu. Si par hasard, tu as quand même daigné ouvrir le message par curiosité. Et ça peut créer une grande frustration chez les gens parce que finalement, on leur dit beaucoup « Ouais, il faut faire de la prospection, c'est la loi des nombres, contacte 100 personnes, puis sur ces 100 personnes, tu auras tant qu'ils vont ouvrir, puis tant qu'ils vont répondre, puis machin. » Mais ils ne comprennent pas qu'il y a quand même un process, une réflexion, une analyse, une stratégie, et puis qu'il faut constamment analyser sa data, se remettre en question, améliorer les choses. Donc ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus et ton expertise. Ça part en masterclass. Ça part en masterclass. Je pense en fait que la prospection, elle a beaucoup évolué au cours des dernières années. Et pour tous ceux, tu vois, qui ont lancé des campagnes en se disant je vais envoyer à 1000 personnes en espérant avoir des rendez-vous, en fait, c'est très décevant, tu vois. Et tu n'as pas des bons résultats. Donc, la première étape, qui est sûrement l'étape la plus chiante, c'est déjà la partie technique. Donc, la plupart des gens, en fait, quand ils lancent des campagnes, ils traquent leur taux d'ouverture, pour savoir qui ouvre mes emails. Et en fait, quand ton taux d'ouverture il est bas, la plupart des gens se disent mon objet, il n'est pas assez bon, tu vois, j'aurais dû mettre un meilleur objet. Alors qu'en vrai, nous, tu vois, on a de la data. Donc, en gros, dans les emails de prospection ou les messages, on en a envoyé, on en a testé plus de, 500 millions, tu vois. Donc, c'est vraiment énorme sur différentes régions, dans plus de 100 pays. Enfin, tu vois, c'est tous nos utilisateurs, quoi. Donc, c'est un large scale. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la première étape, déjà, c'est de toujours utiliser un sous-domaine. Donc, n'utilise pas ton domaine principal. Les gens, par exemple, je ne sais pas si ton domaine, c'est lemlist.com. Si tu veux faire de la prospection, tu vas utiliser lemlist.co ou lemlist.io. Et la raison pour ça, c'est que si, pour X ou Y raison, quelqu'un te marque en tant que spammer ou beaucoup de gens te marquent en tant que spammer ou tu as quelqu'un dans ton équipe qui fait un peu n'importe quoi, etc. Tu protèges déjà ton domaine principal. Ensuite, la seconde étape, c'est utiliser un outil de warm-up. Donc, un email, quand il est créé, il faut le chauffer. Donc, c'est assez logique. Quand un email est créé, les email service providers, donc Google, Outlook, ils se disent qui est cette personne ? Est-ce que c'est un spammer ou est-ce que c'est un bon utilisateur ? Donc, si tu crées un email et du jour au lendemain, tu envoies 1000 emails à des gens qui te répondent jamais, en fait, c'est mort. Donc, les outils de warm-up, dont Lemwarm, tu vois, qui est un outil qu'on a développé au sein de Lemlist, en fait, comment ils fonctionnent ? C'est un réseau d'adresses mail et de mailbox partout dans le monde qui s'envoient des messages qui sont des messages de sales. Donc, tu vois, en gros, qui reproduisent le comportement humain de la prospection et d'échange de mails que tu pourrais avoir avec des gens. Et en fait, si l'email arrive dans les spams d'une mailbox, il est remis dans l'inbox. Donc ça, c'est le premier truc à activer pour être sûr, tu vois, que déjà, tu as chauffé ton adresse email, donc tu as montré que tu étais quelqu'un qui envoyait des vrais emails, etc. et que tu n'es pas un spammer. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as été en spam, en fait, tu as été remis dans l'inbox principale. Ensuite, en parallèle à ça, il y a le setup technique. Donc, globalement, tu as 3 trucs importants qu'il faut retenir. Le SPF, le DKIM, ça, c'est en gros la carte d'identité de ton domaine. Et ensuite, le custom tracking domaine. Donc, quand tu traques les ouvertures, les clics, etc., il faut que ça soit traqué par ton propre domaine. Ça, en gros, ça se fait en quelques minutes dans ton DNS. C'est un peu technique, mais il y a plein de tutoriels. Il ne faut juste pas le louper, en fait, ce truc-là. Une fois que tu as ça, tu as ta bonne base pour la prospection. Ensuite, on a parlé pas mal de prospection par email, mais en vrai, nous, ce qu'on voit, c'est que quand tu fais de la prospection multi-channel, tu obtiens globalement 3 à 4 fois plus de réponses. Prospection multi-channel, c'est quoi ? C'est tu contactes les gens par email, mais aussi sur LinkedIn. Et à la fin, quand ils n'ont pas répondu, au milieu, tu mets des tâches où tu vas les appeler, en fait. Parce que tu as des gens qui répondent tout le temps sur LinkedIn, mais qui détestent leur mail. Tu as des gens qui répondent que par mail et qui ne regarderont jamais LinkedIn. Et tu as des gens qui ne te répondront jamais par écrit et qui veulent te parler au téléphone. Et en fait, quand tu fais ça, globalement, tu es sûr de contacter les gens sur la bonne plateforme. Donc, une fois que tu as toute cette séquence, après, c'est la construction du message et la construction de la séquence. La première étape, c'est l'objet. L'objet, il faut qu'il soit intriguant, mais pas qu'il génère de la déception. Si tu me contactes en me disant Guillaume, j'ai kidnappé ton neveu, évidemment que je vais ouvrir, tu vois. Genre, mon neveu, je vais regarder, c'est la vie, tu vois. Genre,
Par contre, après, si tu me dis, OK, maintenant que tu as ouvert le message, je peux te parler de ce que je te vends, en fait, je vais te dire, va niquer ta race, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc que beaucoup de sales ont fait pendant longtemps en se disant, comme ça, ils pouvaient montrer à leur manager, regarde, j'ai un taux d'ouverture élevé, mais je comprends pas ce qui se passe après. Mais c'est pas ce qu'il faut faire, tu vois. Donc, en gros, ton objet, il doit créer un peu de curiosité, mais à la fois susciter de l'intérêt pour ce qui va se passer après, tu vois. Ouais. Donc, par exemple, tu vois, nous, on vend un outil de prospection. On pourrait écrire des choses du genre, je sais pas moi, est-ce que la délivrabilité, c'est un problème pour toi, point d'interrogation, et après, tu commences directement ta phrase, tu vois, ou un truc que tu pourrais... Ça peut être des objets très longs, ou ça peut être des objets beaucoup plus courts. Ça peut être genre, petite question délivrabilité, ou point sales, point revenu, point quota, tu vois. Genre des choses comme ça, tu vois, qui sont des choses un peu que tu dirais à quelqu'un que tu connais. Point quota, point d'interrogation ou point sur sales quota, tu vois. Juste en fait des questions normales qui montrent que tu t'intéresses et que tu comprends la cible que tu vas contacter. Ouais. Ensuite, la première phrase, cette phrase, elle doit être à propos de la personne. Pourquoi est-ce que tu t'invites dans mon inbox ? En gros, c'est la question à laquelle tu dois répondre. Donc ça peut être, là, c'est là où tu mets ce qu'on appelle l'intent. L'intent, c'est une information que tu as récupérée qui te permet de contacter la personne. Donc par exemple, l'intent, ça peut être la boîte vient de lever des fonds. S'ils viennent de lever des fonds, ça veut dire qu'ils veulent grossir rapidement. Donc la première phrase, ça peut être « Félicitations pour ta levée. Je suppose que maintenant, les objectifs de croissance, ils doivent être ambitieux. » tu vois. Voilà, déjà, tu vois, tu as donné du contexte. Après, ça peut être « Je viens de voir que tu es en train de recruter des commerciaux. Peut-être que tu es aussi en train de mettre en place tout ton système de prospection. » tu vois. Ou peut-être que tu as envie de battle-tester différentes solutions ou différents playbooks. Tu vois. Et donc, quand tu as une approche comme ça, tu as une approche qui apporte énormément de valeur à la personne. Donc, une fois que tu as cette phrase d'intro, là, tu passes à directement le problème que toi, tu veux résoudre. Donc là, c'est une ligne pour expliquer en gros ce que tu vends. Et ensuite, c'est un call to action. Est-ce que tu aurais 15-20 minutes pour qu'on s'appelle et qu'on voit s'il y a un fit ? Ou est-ce que tu serais dispo semaine pro à telle heure pour qu'on puisse discuter ? Donc vraiment très court. Ouais. Premier message. Ensuite, après, l'argent est dans le follow-up. C'est ce qu'on dit en anglais, donc money is in the follow-up. Tu vois. Donc c'est la suite, qu'est-ce que tu fais ? Et la suite, en gros, c'est là, l'idée, c'est de jouer entre LinkedIn et entre des emails et des calls. Donc moi, ce que j'aime bien faire, en général, ma séquence idéale, et après, ça peut varier, ça commence toujours par LinkedIn. J'ajoute la personne sur LinkedIn. Comme ça, je sais que la personne va voir le contenu que je fais, va voir potentiellement ma boîte, va savoir qui je suis, etc. Ensuite, c'est un premier mail qui apporte de la valeur sur un problème spécifique. Le second mail, je l'envoie généralement 2 jours après le premier mail. Et c'est un mail très court où je demande juste hello prénom, juste pour être sûr que... et là, tu peux reprendre l'objet. Par exemple, le sales quota, c'était un sujet, genre atteindre ton sales quota, c'était un truc qui pouvait t'intéresser ou en tout cas sur lequel tu avais envie d'échanger. Dis-moi, tu vois, point d'interrogation. Donc très rapide, très short, machin. Ensuite, après, c'est généralement un message sur LinkedIn qui apporte pas mal de valeur en disant, ça peut être juste... hey, j'ai vu ce post sur LinkedIn pour l'atteinte des sales quotas et comme je pense que c'est un sujet qui est pertinent pour toi, je me suis dit que ça pourrait te faire kiffer d'avoir cet article, tu vois. Donc, apport de valeur avec du contenu. Ensuite, après, tu vois, tu t'alternes en gros entre email, follow-up, comme ça. Et l'idée, c'est de te faire une séquence qui globalement va avoir 6 à 8 étapes. Et moi, comme j'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le call, je le mettais toujours à la fin. Mais après, tu as des gens, tu vois, qui vont vouloir le caler un peu plus tôt. Tu as des gens qui adorent le faire au tout début. C'est un peu la raison, en fait, pour laquelle j'aime pas mettre le call au début, surtout quand tu fais du call et que les gens ne te connaissent pas trop, c'est que, en fait, tu n'as pas d'histoire forcément à raconter. C'est vraiment très cold. Alors que là, avant, tu vois, quand tu as envoyé du contenu, quand tu as envoyé un article et tout, tu peux lui dire ouais, je sais pas si tu as vu l'article sur les quotas, mais du coup, en SaaS B2B, les mecs, ils atteignent que genre 15% de leur quota. Sachant que vous venez de lever et que vous êtes en SaaS, est-ce que c'est un truc auquel tu as pensé vu que tu es en train de recruter des sales, tu vois ? Ben là, le gars, en fait, il se dit ok, je parle à quelqu'un qui sait ce que c'est un SaaS, qui sait ce que c'est le B2B. Il a l'air d'avoir de la data que potentiellement, moi, j'avais pas en tête, donc je viens d'apprendre un truc déjà. Et non, tu vois, j'ai pas envie que mon équipe sales, elle atteigne que 15%, tu vois. Ouais. Donc d'un coup, en fait, tu vois, et là, le mec, il dit attends, tu parles de quoi exactement ? Et là, tu fais je suis désolé et tout. Je pensais que tu avais vu l'article, tu vois, que je t'avais envoyé. Du coup, en vrai, moi, je parle beaucoup avec des head of sales qu'on levait, j'en accompagne pas mal. Et en vrai, ce que je me rends compte, c'est que surtout quand tu as levé,
bah, tu vas recruter beaucoup. Et là, tu vois, tu peux commencer à poser des questions, genre, tu as prévu de recruter combien de personnes sur le premier mois? Est-ce que tu as prévu de mettre tes sales un peu en compétition pour tester ceux qui performent le mieux et peut-être dire à ceux qui performent pas que c'est pas la bonne boîte? Enfin, tu vois, et d'un coup, en fait, tu construis une relation, Ouais. tu essayes de construire de la confiance, et une fois que tu as de la confiance, bah, en fait, les gens, ils acceptent que tu les aides, tu vois. Ça va dans les deux sens, hein. Toi, tu vas avoir uniquement des gens qui sont quand même relativement qualifiés au bout du fil théoriquement parce que ils ont été sélectionnés de cette façon-là. Et puis en même temps, eux, ça permet de raconter l'histoire et puis d'absorber moins de calls de ton côté, quoi. Donc c'est super pertinent. Masterclass, effectivement. J'espère que c'était pas trop long. Non, c'était parfait. Et le point le plus important, alors certes, tu as toute la phase 1 que je pense 90% des gens, d'une part, ont découvert des choses et d'autre part, n'appliquent pas. Donc appliquez-le. En plus, ça peut parfois être contradictoire, tu vois, parce que dans mon cas, par exemple, on a un nom de domaine fort, entrepreneurs.com. Du coup, tu te dis, bon, c'est un nom de domaine qui a de l'historique, qui marque une référence. Et tu te dis, naturellement, je ne vais pas forcément aller acheter entrepreneurs.co, entrepreneurs.net ou entrepreneurs.io, alors que. Mais quand tu veux faire du volume et que tu veux faire de la prospection de cette ampleur, c'est nécessaire. Et c'est vrai que c'est hyper important. L'autre point qu'il faut vraiment que les gens prennent en considération, c'est le fait que finalement, le premier email, c'est littéralement 3 lignes, quoi. Hyper court, mais tu as les 3 éléments les plus importants qui sont déjà là, quoi. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, même moi, je reçois des emails, mais comme ça, jamais tu vas les lire. Éventuellement, tu es déter, tu lis la première phrase, la dernière phrase, et puis c'est tout ce qui se passe. Mais ouais, c'est hyper intéressant et je pense que c'est des pratiques que la plupart des gens doivent découvrir, notamment lorsqu'ils sont onboardés chez Lemlist. Ouais. C'est aussi intéressant parce que nous, on l'a utilisé. Je crois même qu'on l'utilise encore sur une boîte. Et l'onboarding, justement, est super bien structuré. Tiens, ça me fait rebondir sur une question. Comment tu fais lorsque tu scales à ces niveaux-là pour toujours maintenir un niveau de qualité et de service à ces niveaux, parce que c'est de l'humain derrière. Ouais. Nous, on l'a fait justement, cette phase d'onboarding, setup, le warm, l'em-warm, etc. Ça prend du temps, certes. Ça prend quelques jours, voire 2-3 semaines, l'onboarding complet. Mais finalement, au moins, c'est cadré, c'est structuré. Puis à la fin, tu as du résultat. Et je pense que les gens sont là pour en avoir. Donc, c'est le principal. Mais moi, je le vois dans d'autres structures d'accompagnement ou de prestation de services. Au bout d'un moment, tu acquiers des clients, tu growth, tu n'es plus dans une problématique d'avoir de nouveaux leads ou d'avoir plus de clients et donc plus de cash. Tu es dans une problématique de devoir recruter de l'humain pour pouvoir onboard et traiter ses clients de manière qualitative. Et là, on rentre dans d'autres dimensions. Dans votre cas, comment vous avez géré ces problématiques pour maintenir un niveau de qualité tel que celui-ci ? C'est une très bonne question. En fait, je pense que ça, je dirais que c'est divisé en 2 parties. La partie purement produit et roadmap. Ouais. Et la partie humaine, donc les ressources et les gens que tu recrutes. En fait, ce qu'on fait, nous, chaque semaine, on regarde 2 choses. C'est 2 choses. On regarde les métriques en fait, du customer support, donc, qui sont les gens qui répondent aux questions, qui aident les gens dans l'onboarding s'ils ont des problèmes, etc. Et les métriques qu'on regarde, c'est globalement la satisfaction, mais aussi le temps de première réponse. Donc ça, on veut que ce temps il soit le plus petit possible. Combien de temps ? On essaye de le faire en dessous de 5 minutes, à 24 heures, tu vois, 24. Et ça, c'est... Après, tu vois, il y a des moments où justement, ça peut être 10 minutes, mais globalement, on essaye toujours de rester en dessous des 5 minutes. Et ça, en fonction de ce temps-là, du coup, tu as juste ton recrutement et tu onboardes des gens pour que... Et après, tu essayes de faire un modèle prédictif, c'est-à-dire que quand tu regardes ta croissance, en gros, ce que tu fais, c'est que tu tires un trait. Tu sais que tu grossis de X% tous les mois et tu sais que ça veut dire plus de users, donc plus de tickets. Et donc, tu te dis, il faudra que je recrute dans X mois une nouvelle personne, Y mois 2 nouvelles personnes, etc. Et à côté de ça, en fait, il y a toute la partie produit. C'est-à-dire que toutes les semaines, en fait, on reprend les tickets, on prend tous les tickets, on prend le contenu des tickets, on le passe dans ChatGPT pour qu'ils nous disent, en fait, exactement quels ont été les topics les plus récurrents et les sujets sur lesquels les gens galèrent le plus. Et ça va vachement driver, tu vois, si on a lancé une nouvelle feature et que les gens ils se plaignent de ouf, en fait, on va comprendre qu'il y a des choses qu'il faut changer, tu vois. Et donc ça va driver un peu notre roadmap. Et l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte, par les développements produits, qu'on diminue le nombre de tickets. Et donc ça, tu vois, c'est un truc ultra important et c'est ce qui te permet vraiment de scale. Et ça, c'est un truc que les gens regardent pas trop normalement. Mais en fait, quand tu fais ça, il faut que tu regardes en fait la vélocité à laquelle tu développes des nouvelles features et aussi la corrélation
entre le nombre de tickets que tu as à nombre de users constant, tu vois. Ouais. Donc, faut vraiment bien toujours faire le rapport. Donc, par exemple, je sais pas, tu vois, si tu avais 1000 clients mois 1 et que tu en as 2000 mois 2, bah, techniquement, tu vois, si tu as shippé, je sais pas, moi, 5 ou 6 features, il faut que tu sois sûr que, tu vois, à nombre de personnes constant, bah, globalement, si tu as 1000 tickets mois 1 et que tu en as 2000 mois 2, bah, c'est que globalement, tes features n'ont pas eu trop d'impact sur le nombre de nouveaux tickets, tu vois, par rapport aux nouvelles personnes onboardées. Par contre, tu vois, si d'un coup, tu passes à 10 000 tickets, bah, là, tu sais que c'est problématique. Et si tu passes à 500, bah, tu sais que c'est ce que tu as fait est bien, tu vois. Ouais. Et ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment les 2 points les plus importants. Ok, donc réussir vraiment à avoir un tracking et une sorte d'identifier le lien de causalité entre les nouvelles features et les nouveaux éléments qui vont être mis en place et du coup la data qu'on a réussi à capter sur les mois précédents, quoi. Exactement. Ouais, Ouais. pour essayer d'avoir chaque fois une sorte un progrès, quoi, finalement, dans l'ensemble de l'UX. Ouais, et surtout te dire, en fait, il faut que tu réussisses pareil avec, on met parfois, tu vois, des vidéos d'onboarding sur des fonctionnalités spécifiques, on rajoute, tu vois, une explication un peu mieux, on va pouvoir changer un peu l'expérience utilisateur, et tout ça, c'est censé réduire le nombre de tickets sur un sujet donné. Ouais. Par exemple, si tu as des gens, tu vois, qui se plaignent de comment on fait le setup d'un custom tracking domain, ce qui est peut-être un peu complexe, bah en fait, on va essayer de faire plein de choses, une vidéo tutoriel dessus, etc. Et en fait, on va regarder la semaine d'après, c'est quoi le ratio en fait? Est-ce qu'on a plus ou moins de tickets? Ouais, je vois, c'est hyper intéressant. Toutes ces features, tous ces éléments, notamment le support client direct, le petit tuto qui est présent et autres, tout ça, vous avez développé vous-même, tous ces éléments, c'est custom, ou vous utilisez des outils tels que par exemple Zendesk ou autres pour justement apporter de la valeur à votre quotidien? Franchement, Intercom, c'est le meilleur outil sur Terre. Okay. Genre vraiment, je les ai tous utilisés. Tu vois, on avait même à l'ancienne développé nous-mêmes un live chat et tout, mais franchement, Intercom, c'est tellement puissant. Tu peux faire des trucs tellement poussés, tu peux regarder tes segments, tu peux mettre de la donnée utilisateur. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Et si tu mets un peu tes mains dedans, les possibilités, elles sont endless. Et à côté de ça, on a aussi, tu vois, d'autres outils de tracking comme Mixpanel, etc. Par contre, pour tout ce qui est sur le logiciel, donc les vidéos, tutoriels et tout, ça, c'est des trucs qu'on rajoute nous-mêmes, en fait. Ok. Donc ouais, la strate technologique, finalement, la tech, c'est vraiment un truc que vous avez en interne chez vous et qui est votre cœur de métier, quoi, finalement. Ouais, exactement. Ouais, c'est important de garder la main sur le cœur. Justement, j'en parlais avec d'autres invités tout à l'heure qui ont du coup une dette technologique relativement importante pendant près d'1 an et demi alors qu'ils étaient en hyper croissance et ça peut créer des problématiques assez importantes. On va parler maintenant d'associations et d'équipes en général. Ce qu'on a pu voir aussi dans différentes choses que tu partages dans tes interviews sur tes réseaux, c'est que malgré le succès que vous avez eu avec Lemlist, tu as rencontré pas mal de problèmes et de difficultés avec tes associés, notamment sur la communication entre vous. Vous avez même fini par devoir suivre une thérapie. Quel rôle ça a joué dans ce processus et comment vous avez surmonté ces difficultés, parce que réussir à être constant avec ses associés, réussir à être bien avec ses associés, c'est le socle, c'est la structure même de justement une entreprise qui dure, qui perdure, et encore plus quand tu es en hyper-croissance et que tu veux go big. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue, parce que je pense que là, c'était les roller coasters émotionnels. Ouais, c'est clair. Bah déjà, un truc, c'est que moi, j'ai plus d'associés depuis plus d'1 an et demi. Ouais. Donc, je suis solo. Ensuite, si tu veux, je pense que ce qui est très compliqué quand tu lances une boîte, c'est que tes motivations au jour 1 ne sont pas forcément tes motivations au jour 100, 200, 300. Donc, c'est pas les mêmes motivations après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais. Quand on s'est lancé, en fait, on n'avait pas une ambition qui était très élevée. Tu vois, moi, je sortais de 2 projets. Enfin, un projet échoué avec mon père, une agence où je savais faire de l'argent, mais ça me passionnait pas. Et donc, j'avais essayé de lancer un SaaS en Russie, ça s'était pas bien passé. Enfin, c'était gros échec aussi. Donc, j'étais revenu en France. Enfin, bref, j'avais plus de thunes en plus. Enfin, c'était vraiment relou. Et mes associés étaient exactement dans le même état d'esprit. 20 ans de dev, jamais de projet successful et tout. Et puis, en fait, du jour au lendemain, moi, je suis plutôt optimiste et je me dis, c'est sûr qu'on va faire un truc cool et tout. Et en fait, petit à petit, on fait du cash. Après, on commence à se payer un salaire, puis un très bon salaire, puis un salaire comme on n'a jamais pu se payer de notre vie, puis avoir plus d'argent que ce qu'on pourrait espérer. Et en fait, ça crée un déséquilibre, tu vois, par rapport à
des gens qui n'ont pas envie de faire un gros projet, qui veulent pas manager, qui aiment pas les gens, enfin tu vois, pour eux en fait c'est très cool de coder, c'est très cool de développer, mais au bout d'un moment en fait ça les fait pas kiffer, tu vois. Et après tu as plusieurs façons de faire une boîte, tu vois. Tu peux aussi te dire, moi je veux faire un logiciel, et si ce logiciel il arrive à 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions, ça me va en fait. Et après tu peux décider soit de le vendre, soit de te dire, en vrai on fait d'autres choses à côté, ça fait du cash, on le met en gestion, on prend des dividendes. En fait, tu as 1 milliard de possibilités, tu vois, qui sont différentes. Complètement. Et parfois, tu vois, ça peut créer des tensions si tu as des visions qui sont différentes. Et en fait, nous, tu vois, tout ce qu'on avait créé, c'était un vrai diamant. Mais du coup, tu vois, quand tu as des gens qui vont dans une direction qui est à l'inverse de la direction qu'il faut prendre pour grossir et faire plus de chiffre d'affaires, impacter la vie de plus de personnes, forcément, ça crée des tensions. Donc, comme tu l'as dit, on a commencé une thérapie de trouble parce qu'on était 3. Moi, j'étais associé avec 2 frères, donc tu vois, c'était assez compliqué. Et en fait, la thérapie, c'était cool parce que du coup, on a pu parler vraiment, tu vois, utiliser ce qu'on appelle la communication non violente. Donc, tu parles beaucoup plus de ton ressenti. Tu pars du principe qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas d'effet. Et enfin, tu vois, il n'y a pas de la réalité, en fait. Tu vois, c'est moi, quand je te dis quelque chose, en fait, peut-être que toi, tu l'interprètes d'une façon très négative. Mais en fait, peut-être que moi, dans ma tête, c'était pas si négatif que ça, en fait. Tu vois, peut-être que j'ai juste été un peu maladroit. Peut-être que j'ai pas utilisé les bons mots. Ça peut arriver, tu vois. Et donc tout ça, tu vois, c'était quand même assez utile. Et puis après, en fait, il y a eu un moment où du coup, on a essayé de revendre une partie de la boîte à des investisseurs. Et ces investisseurs, ils ont pris 20%, ils nous ont donné 30 millions, donc on a tous pris 10 millions, ce qui est fou. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, on réfléchissait un peu à la suite et à ce qu'on allait faire. Et en fait, pour eux, personnellement, tu vois, c'était pas genre la trajectoire rêvée, tu vois. Et donc, du coup, on a rediscuté et on s'est dit que, tu vois, c'était mieux que ça soit la fin et qu'en fait, il y a une transition qui se fasse. Et c'est arrivé de façon, en toute transparence, assez... c'est arrivé du jour au lendemain, en fait. Donc, c'était un gros choc et c'était un truc qui était compliqué. Et en fait, du jour au lendemain, moi, je me suis retrouvé à devoir tout gérer, à aussi récupérer, en fait, les squelettes dans les placards, tu vois, parce que on a une équipe qui a été beaucoup en remote, enfin qui est beaucoup en remote. Aujourd'hui, je sais pas, 70% de l'équipe est en remote. Et en fait, tu te rends compte que quand toi, tes associés ils te disaient qu'ils faisaient des points régulièrement avec l'équipe dev, en fait, quand on parle à l'équipe dev, ils te disent non, on les voyait 15 minutes toutes les 2 semaines, tu vois. Et donc après, tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment et donc en fait, tu vois, tu as pas mal de choses. Et après, il faut se remettre dans une structure où il faut créer de la croissance, créer du scale. Donc, les relations entre associés, en fait, je pense que le plus important, dès le départ, c'est de bien définir ce que tu veux. Et ensuite, quelle boîte tu as envie de créer, quelles sont tes aspirations, et ne pas hésiter toutes les, 6 mois, 1 an, à en rediscuter pour être sûr d'être aligné, tu vois. Et après, tu as plein de moyens, en fait, aujourd'hui, et ça, c'est important de faire un pacte d'actionnaires. Les gens, ils le font pas. Moi, je l'avais pas fait au départ, et on l'a fait quand on a revendu, et c'est ça qui a permis aussi, tu vois, de faire les choses proprement. Mais en gros, quand tu fais ça, tu te protèges des événements en fait, qui vont arriver parce que la vérité de l'entrepreneur, c'est que après 3 ans, tu peux avoir de l'énergie. Après 4 ans, tu peux en avoir. Après 5, ça devient de plus en plus dur. Après 6, 7, 8 ans, en fait, ta vie, elle change. Tu vois. C'est une décennie, c'est énorme. Donc en fait, tu as des gens qui sont rincés, tu as des gens qui burn out, tu as des gens qui sont déprimés, tu as des gens en fait, qui ont envie de faire totalement autre chose, tu as des gens qui changent et c'est normal, tu vois. Mais pour ça, il faut avoir déjà une structure en place qui te permet en fait d'évaluer ce qui se passe. J'avais parlé avec un gars que j'avais vraiment kiffé. Aux US, tu as ce qu'on appelle la shotgun clause. Et en gros, l'idée, c'est de dire, tu vois, quand tu t'associes à quelqu'un, il y a une clause qui, à n'importe quel moment de la boîte, je peux te proposer, en tant qu'associé, de te racheter tes parts à un prix que je cède. Si toi, tu refuses de me vendre tes parts à ce prix-là, tu es obligé d'acheter mes parts à ce prix-là. Et ça, c'est très cool parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le shotgun. C'est parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, si tu veux vraiment que la personne parte, tu es obligé de mettre un prix que lui ne va pas utiliser. Et donc, ça te force à valoriser la boîte avec une valeur qui soit valeur de marché, tu vois, ou une valeur assez élevée. Ou en tout cas, un truc que toi, tu te dis, je peux l'assumer, tu vois. Et si lui, il se dit, en fait, moi, ça me va, en fait, il peut le racheter et c'est fini. Et ça, tu vois, c'est un truc
que j'aime bien. Parce que globalement, moi, j'ai investi, tu vois, dans une grosse dizaine de boîtes. Et en fait, je vois des trucs se passer avec des associés. Mais en fait, ça rend fou, tu vois. Et Exemple exemple, je vais pas mentionner de nom parce que un peu chaud. Mais tu vois, tu investis dans une boîte. Tu te dis, il y a une dream team. Que des gens intelligents, que des entrepreneurs qui sont là, qui ont déjà fait des business avant et tout. Et en fait, tu te rends compte, après 6 mois, qu'ils ont dépensé le cash, qu'ils stressent parce que investi dans X, Y, Z et qu'ils se disent, on s'en fout en fait, même si on a levé, on fout la boîte, on arrête tout, alors que tu as la moitié des associés qui, eux, veulent continuer. Un CEO qui a un ego démesuré et parce qu'il a d'autres problèmes à côté, en fait, ne veut pas assumer le fait qu'il a des problèmes à côté et qui est prêt, du coup, à tuer totalement la boîte. Et en fait, du jour au lendemain, tu te retrouves sur un mode qui est lunaire. Ouais. Tu vois, tu te dis, les gars, vous avez pris 500 000 euros d'investisseurs parce que les gens vous ont fait confiance. 6 mois après, tu peux pas dire que ta boîte, elle est morte, en fait. Peut-être que tu n'as pas eu les résultats que tu voulais. Peut-être que c'est pas l'aventure que tu espérais dans la startup. Peut-être que toi, tes autres business à côté que tu as créés parce que tu as 25 ans d'entrepreneuriat et que tu as des assets à droite à gauche, ça te met un peu la pression parce qu'on est dans une récession. Mais en fait, ça marche pas comme ça, tu vois. Et tu as des gens dans ta boîte qui, eux, sont toujours cofondateurs, qui ont envie de se lancer et qui ont envie de tout dégommer, tu vois. Ouais. Et ça, c'est dur, tu vois. Ça, c'est très dur, tu vois, de voir ce genre de truc. Et tu te dis, mais c'est con, quoi. Ouais, cette dissonance, cette différence, ouais, complètement. Justement, tu l'as évoqué, aujourd'hui, tu n'es plus associé depuis 1 an et demi environ. Quand du jour au lendemain, en fait, tu te retrouves seul, outre le fait que tu découvres 2-3 squelettes dans les placards, etc., et que peut-être sur certains sujets, tu tombes de haut et autres, beaucoup de gens, tu vois, prônent le fait de se lancer à plusieurs parce qu'on est complémentaires et parce que c'est super. D'autres prônent le fait d'avancer seul. Toi, dans ton cas, aujourd'hui, avec du recul, il n'est pas question forcément de te dire est-ce que c'est mieux de se lancer seul ou accompagné, mais c'est quoi les grandes différences dans ton quotidien d'entrepreneur, notamment pour pouvoir mener l'Emlist là où tu as envie de le mener, que tu as ressenti et perçu et qui t'ont aidé à scale? C'est une bonne question. En fait, je pense que un truc que j'avais pas encore réellement réalisé, c'est que, tu sais, quand tu recrutes des gens ou quand tu commences à bosser avec des gens, on te met un peu des frameworks en place. Tu as plein de livres. Je crois qu'un des livres les plus connus, je crois que c'est Woo ou un truc comme ça, tu vois, qui t'explique avec les scorecards, comment évaluer quelqu'un, etc., etc. Et en fait, moi, j'avoue que je suis quelqu'un en fait qui a beaucoup plus une intuition développée et que j'ai développée au fur et à mesure des années. Et un truc que je regardais pas du tout avant quand je recrutais, c'était l'énergie que j'ai après avoir discuté avec quelqu'un, tu vois. Et en fait, maintenant, le premier truc que je fais quand je suis en entretien avec quelqu'un, et pour moi, l'énergie n'est pas du tout liée à ce que la personne soit extravertie, introvertie, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais par contre, genre, un des trucs qui m'a changé la vie, tu vois, pour moi, c'est qu'en fait, mes anciens associés, en fait, c'était des mecs ultra pessimistes. Ils étaient jamais contents. C'était toujours... Et donc, à chaque fois qu'on faisait des réunions et tout, à la fin, tu vois, j'étais drainé, quoi. Tu vois, ils me tiraient vers le bas, c'était pessimiste. Et en fait, tu vois, c'est bien parfois, tu vois, d'avoir des gens pessimistes. Moi, je peux être un peu trop over-optimiste et tout, mais tu vois, genre, des fois, tu peux trouver une balance, mais nous, on n'avait pas cette balance. Et pour eux, tu vois, sûrement, moi, j'étais un mec délusionnel, tu vois, qui était sûrement dans la lune à penser à des trucs, tu vois, genre beaucoup trop loin, ça leur convenait pas du tout. Et tu vois, et c'est faire, en fait. Mais c'est juste que le fait d'être tout seul, moi, ça a changé la vie, tu vois. En fait, j'ai pu vraiment insuffler un nouveau souffle à la boîte, rajouter beaucoup plus d'optimisme, aller chercher des résultats beaucoup plus ambitieux. Là, tu vois, l'avantage, c'est que maintenant, on est une boîte qui est quand même assez connue, on fait beaucoup de cash, et donc en gros, ça me laisse l'opportunité de recruter des gens qui sont brillants. La densité de talent dans l'équipe, elle est incroyable. Tu vois, une boîte SaaS, en fait, qui fait notre chiffre d'affaires, donc on va sur 25, là, on doit être à genre 22-23 millions d'ARR. En général, tu as genre 200-300 personnes, tu vois, à ce stade-là. Nous, on est 75. Et en fait, tu vois, ça, c'est un truc on est fier d'être une petite équipe pour énormément de revenus et c'est cool. Et donc, du coup, tu vois, ça veut dire que chaque personne qu'on veut intégrer, c'est une pièce, tu vois, dont tout le monde est fier, en fait. Tout le monde dans l'équipe s'admire. Il y a ce côté de c'est sûr que je peux apprendre de cette personne. Cette personne, elle se dit qu'elle peut apprendre de toi aussi. Et en fait, tu as un cercle qui est ultra vertueux. Et pour moi, là, vraiment, la grosse différence, c'est que quand tu es solo, en fait, la boîte, c'est un reflet de ce que toi, tu as réussi à créer. Ouais. Et pas ce que d'autres personnes. Tu vois, il y avait des fois où moi, je n'étais pas du tout en accord
avec ce que mes cofondateurs faisaient dans la boîte. Et quand ils font des choses ou qu'ils disent des choses à des employés, bah, en fait, ma réaction devant les gens, bah, c'est d'être avec mes associés. Parce que mes associés, c'est mon équipe, c'est ma first team, tu vois. Par contre, en arrière-plan, bah, moi, je les engueulais, je m'embrouillais avec eux et tout, tu vois. Mais en fait, tu es obligé quand tu as des associés. Tu peux pas t'engueuler devant tes associés, devant les équipes. Tu vois, il faut montrer une face qui soit on est dans la même team, ça c'est la team et voilà la direction, tu vois. Et ça c'est dur en fait, parce que du coup tu es un peu un schizophrène, c'est-à-dire que d'un côté tu dis rien et tu dis bah ok, il a dit ça, bah fine, on y va, tu vois. Et derrière en fait tu dis mec, mais pourquoi tu dis des conneries comme ça, tu vois, genre pas du tout la boîte qu'on va faire, pas du tout la boîte qu'on doit faire, tu vois. C'est hyper intéressant et merci pour ta transparence à ces sujets, parce que on entend rarement ce discours et pourtant c'est une réalité que la plupart des gens vivent. Et peu de gens osent justement l'exprimer tel que tu l'exprimes ici. Un autre point, c'est que cette croissance de l'Emlist, elle a aussi été vécue pendant le Covid. Je pense que le Covid, contredis-moi si je me trompe, mais a joué aussi un rôle entre guillemets intéressant, si j'ose dire, sur cette croissance, parce que finalement, quand tout le monde est cloîtré chez soi et qu'ils doivent quand même continuer un tant soit peu à développer le business, avoir un outil qui te permet de faire de la prospection et que la plupart des gens sont chez eux devant leur ordinateur, tel que l'Emlist aussi poussé, etc., c'est un peu un cadeau du ciel. À ce niveau-là. Du coup, quel a été l'impact du Covid sur la croissance de l'Emlist, sachant qu'en plus, dans votre cas, vous avez, comme tu l'as dit, à peu près 70% de vos effectifs qui sont au remote. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était plus ou moins de vos effectifs qui étaient au remote. Ça peut être intéressant justement de nous partager cette phase-là. Ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est assez dur en fait de définir l'impact du Covid parce que, en gros, si tu veux, nous, on a toujours eu une croissance. En fait, jusqu'à 10 millions d'ARR, on avait une croissance à 2 chiffres mensuels. Et en fait, quand il y a eu le Covid, il y a eu un mois en mars où on a été flat, ce qui n'était jamais arrivé, tu vois, avec l'Emlist, donc potentiellement dans le négatif. Et après, en avril, tout a repris comme d'habitude, où je crois qu'à l'époque, on devait faire peut-être, je sais pas, 15-20% de croissance, il faudrait que je regarde. Mais... Et ça, en fait, ça ne s'est pas arrêté. Donc, on a repris en fait la croissance, le pourcentage de croissance qu'on avait. Est-ce que sans le Covid, ça aurait été la même croissance? Tu vois, c'est impossible à dire. Je pense que le Covid, en fait, a aidé énormément et a propulsé la croissance d'outils, de vidéos, de communication, tout ça. Je pense que le Covid a propulsé de façon générale l'adoption des SaaS. Donc forcément, on a dû en bénéficier. Après, c'est vraiment difficile de dire avec certitude, tu vois, à quel point ça a eu un impact. Et sans le Covid, où est-ce qu'on en serait? Puisque honnêtement, avant le Covid, la croissance, elle était toujours 2 chiffres, month over month, donc trajectoire un peu exponentielle, quoi. Aujourd'hui, au niveau d'utilisateur où vous êtes et au niveau d'expansion où vous êtes, vous avez toujours, j'imagine, une certaine croissance. Pas une croissance à 2 chiffres, pas mensuelle. ça serait trop beau. Par quarter, peut-être. Par quarter, ouais, je pense sur cette année, ça a été un peu... en gros, si tu veux, cette année, je pense qu'on fera peut-être 40%, un truc comme ça de croissance. Ok. Sur l'année. En fait, qui est énorme, hein, ce qui est énorme. Ce qui est énorme à notre scale, tu vois. Enfin, oui, c'est pour une boîte bootstrap où on est ultra rentable, tout ça. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que on est sur un marché très concurrentiel. Et en fait, la transition avec mes anciens associés sur la partie tech et la mise en place d'un nouveau CTO, tuer la dette technique, tu en as parlé tout à l'heure, et relancer en fait ce mode de shipping. En fait, si tu veux, on a pendant quasiment, je sais pas, peut-être 14 à 18 mois, on n'a quasiment rien shippé, tu vois, de nouveau ou de très nouveau sur l'Emlist. On réglait beaucoup des trucs dans le back-end que les utilisateurs voient pas trop. Ouais. Et en fait, là, du coup, je dirais que ça fait depuis vraiment mai-juin où là, on ship, mais à une vitesse, genre maintenant, on a vraiment scale. L'équipe tech, elle a fait x3. Enfin, tu vois, on est vraiment allé en mode, cette fois-ci, les gars, on fait les choses bien. On se met en mode machine de guerre. Et il n'y aura pas ce truc de... il y a un moment, il faut faire une pause parce qu'il y a ci, il y a ça. Non, tu vois, là, maintenant, c'est all-in jusqu'à ce qu'on continue de grossir indéfiniment, tu vois. Ouais. Je touche du bois. Et ça, du coup, tu vois, c'est un point où forcément, ça impacte ta croissance, tu vois. Ouais, complètement. Tu parlais de remote, justement. Il y a de ça quelques semaines, j'étais invité dans vos bureaux, l'Empire, où il y a quand même plusieurs dizaines de personnes qui travaillent. Ce sont tes équipes ou c'est... Ouais, en fait, nous, on paye... en gros, on a un grand endroit à Paris. Enfin, j'avoue, c'était un peu abusé. En fait, à la base, on voulait faire des events. On faisait beaucoup d'événements. D'accord. Et l'objectif, c'était un peu de rendre, tu vois, à la communauté, d'apporter de la valeur et tout.
Et Momo de Flomodia, il est venu me voir et il m'a dit moi je suis chaud aussi pour faire des events, machin. Et je me suis dit vas-y, go, feu, viens, tu vois, genre c'est un pote, je lui rendais un peu un service aussi, tu vois, et ça me faisait plaisir. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte, c'est con, tu vois, on fait nos événements indépendants. Et on s'est dit, on va merger. Et en fait, nous, on s'est rendu compte, tu sais, à chaque fois, tu vois, on payait les pizzas pour tout le monde, les bières, les machins et tout. Et en fait, les événements, c'est un truc qui, nous, en tant que business, ça nous rapporte pas énormément parce que tu as beaucoup de gens qui sont très early dans leur carrière entrepreneuriale. Tu as des gens qui n'ont même pas lancé de boîte, tu as des étudiants. Enfin, tu as un peu de tout, tu vois, qui vient et c'est cool et je trouve ça trop bien. Sauf qu'en fait, on n'est pas un média. Et il y a un moment où, tu vois, on lance beaucoup de projets, beaucoup de logiciels avec une petite équipe. Et je me suis dit, peut-être que c'est le moment de refocus. Et donc, du coup, tu vois, on a dit, Flomodia, vous gérez à 100%. Et donc, globalement, dans les bureaux que tu as vus, tu as à peu près 1000 mètres carrés. Mais nous, tu vois, on doit être peut-être 20 à venir. Donc, ça n'a aucun sens d'avoir aussi grand. Et donc, du coup, ouais, je sous-loue quelques postes à Flomodia. Mais en vrai, c'est d'un point de vue juste investissement, c'était vraiment une connerie. Genre, c'est un sacré loyer, j'imagine. Ouais, on doit payer quasiment 1 million à l'année. Ok. TTC. Donc, tu vois, c'est genre 60 et quelques milliers d'euros hors taxes par mois. Mais en fait, là, on essaye de bouger. Mais comme on a un bail de 3 ans, c'est ce genre de truc vraiment genre relou qui n'a aucun sens en France. En fait, ça prend du temps. Ouais. Le fait de rester en France, dans ton cas, enfin justement, il n'est pas question de te dire est-ce que tu veux quitter la France ou pas ou autre. J'imagine que la réponse est non. Mais plus, il y a beaucoup de gens, de jeunes entrepreneurs, tu parlais d'entrepreneurs early stage, etc., où moi je reçois ce message, j'ai peur de me lancer parce que je vais devoir payer des impôts, ou j'ai peur de recruter parce que je vais devoir payer des charges et ils vont tout me prendre, j'ai peur de ci parce que la TVA en France et tout, tu penses que je devrais maintenant ou pas partir ailleurs, etc. Toi, dans ton cas, justement, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent ou à ceux qui commencent justement à se lancer, à démarrer, à avoir des jolis résultats, qui justement, de par ces croyances limitantes et ces peurs qu'ils ont par rapport à l'infrastructure, on va dire, que tu peux avoir en France en tant qu'entrepreneur, viennent brider leur potentiel? Il y a pas mal de petits points là dans ce que tu dis. C'est aussi beaucoup d'avantages à être en France quand même. Ouais, nous on n'a pas trop. T'as beaucoup d'avantages que nous on n'a jamais utilisés, tu vois, genre. T'as des avantages, par exemple, quand tu peux avoir un statut qui s'appelle la jeune entreprise innovante. Ça te permet de ne pas payer d'impôts pendant les 3 premières années, d'avoir des réductions sur les charges sociales, etc. Donc moi, en fait, tous les trucs aide de l'État, machin, c'est un truc que j'ai jamais pris. Sauf au début, quand j'ai commencé, où j'étais au RSA, tu vois, et c'était ma meuf de l'époque qui payait le loyer. On vivait dans 28 mètres carrés à deux. Et moi, j'avais 500 balles par mois, donc je payais les courses, tu vois, enfin, des pâtes, essentiellement. Mais c'est un truc, tu vois, où le premier point, je pense, c'est que quand tu payes des impôts, c'est que tu fais de l'argent. Déjà de base, tu vois. Donc, oui, c'est sûr, quand tu regardes les impôts, en fait, ça s'accumule, ça fait beaucoup d'argent. Mais dans les faits, les impôts, tu vois, c'est des choses qui aident quand même. En France, on a un système de santé qu'on peut critiquer, on peut dire qu'il est sous-staffé, etc. Mais il fonctionne. Quand tu compares aux États-Unis où il y a des gens qu'on soigne pas et qu'on laisse crever parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans des hôpitaux, en France, tout le monde a le droit de se faire soigner. Tu as un système éducatif qu'on peut aussi critiquer, où il y a plein de choses qui pourraient changer, qui pourraient évoluer, mais qui fonctionnent quand même et qui forment des gens qui sont assez brillants. Après, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Oui. Est-ce que on peut changer les choses en étant entrepreneur? Oui aussi. Mais je pense en vrai que les gens qui se lancent, avant de se poser la question de comment optimiser toutes leurs dépenses, faites déjà de l'argent, tu vois. Ouais, complètement. Genre, premier focus, c'est développe une skills ou un skills qui va potentiellement te rapporter de l'argent. Donc, ça peut être réussir à trouver des clients, faire des ads, je sais pas, faire du dropshipping si tu as envie de faire du dropshipping, faire plein de trucs, du coaching, je sais pas, moi, en fait, tu as 1 milliard de skills que tu peux développer qui t'apportera de l'argent. Et une fois que tu fais de l'argent, là, à ce moment-là, réfléchis à la vie que tu as envie de mener, tu vois. Moi, les gens qui vivent à Dubaï, tu vois, et parce qu'ils aiment la vie là-bas et qu'ils ont envie d'entreprendre depuis là-bas, j'ai aucun problème, tu vois. Enfin, moi, je passe tous mes hivers en Afrique du Sud. Je déteste l'hiver, donc j'aime bien aller au soleil. Je suis très bien en Afrique du Sud. J'ai la montagne, l'océan. C'est la vie de rêve, tu vois. Et voilà, après, je paye mes impôts en France. Je pourrais j'aurais pu bouger. J'aime bien la France. Je suis bien en France.
Mais je pense que les gens, en fait, ils se posent des questions, parfois, tu vois, qui sont vraiment, genre, pas les bonnes questions. Complètement. Genre, quand tu te dis, genre, enfin, tu vois, déjà, ce truc-là de je vais payer trop d'impôts, il faut que je pense déjà à bouger. Mais moi, j'ai envie de dire, mais non, en fait, genre, fais déjà de l'argent, réfléchis, tu vois. Et en fait, il y a plein d'avantages en France, il y a plein de choses très cool. S'exiler, tu vois, fiscalement, ou en tout cas, bon, je sais pas si on appelle ça un exil fiscal, mais en tout cas, changer de pays et vivre à l'étranger, il y a quand même des règles, il faut appliquer les règles. Il y a des gens, tu vois, qui vivent à Dubaï et qui l'acceptent, tu vois, parce que je pense que quand tu es résident fiscal à Dubaï, tu dois passer 6 mois, je crois, là-bas, un truc comme ça. En fait, si tu as envie si tu passes concrètement 6 mois à Dubaï, ou peut-être plus, ou même toute l'année, etc., oui, en fait, tu es là-bas, ça fait sens. Moi, je pense que l'impôt, c'est un truc, en gros, qui est très mal géré au niveau international. Typiquement, quand je passe 3 mois en Afrique du Sud, peut-être 4 mois parfois. Après, je passe du temps aux US, ça m'arrive, et du temps en France. Tu vois, je dois être peut-être 6 mois de l'année en France. En fait, techniquement, moi, j'aurais kiffé que l'argent de mes impôts, il y en ait une partie qui est en Afrique du Sud, une partie qui aille aux US et une partie qui aille en France. Tu vois. Genre, moi, ça me paraît très logique. Parce que je pars du principe qu'à partir du moment où tu es dans un pays et que tu vas utiliser un peu les infrastructures et que tu vas utiliser ce qui a été créé dans un pays, c'est logique qu'eux, potentiellement, récupèrent de l'argent. Aujourd'hui, tu vois, on t'attache à ta nationalité, voilà, tu vois, c'est peut-être ma vision, mais... Ah, ça fait sens. Ça fait Je sais sens. Complètement. J'ai encore quelques questions à te poser, notamment sur un sujet, c'est que tu as des business qui aujourd'hui sont majoritairement sur le marché américain, en tout cas marché international, donc en anglais. Et c'est un peu le American Dream, quoi. La plupart des mecs en France ou en francophonie qui veulent lancer un business ou qui veulent lancer un SaaS ont pour objectif, directement ou à terme, de réussir à internationaliser leur outil, à aller sur le marché global et puis à pouvoir faire beaucoup plus de choses. Quels sont les challenges que tu as rencontrés justement pour entrer sur ce ou ces marchés et comment est-ce que tu les as gérés et quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute et qui veut faire la même chose? En fait, c'est marrant parce que je pense que dans la question, il y a le problème. La question, c'est comment est-ce que tu fais, tu vois, quand tu grossis en France pour aller t'internationaliser. Ouais. Et moi, je pense que c'est ça le problème, en fait. Okay. Parce qu'en fait, si tu te mets déjà sur ton marché français pour grossir en France, en fait, tu ne conçois pas un produit qui est international. Tu conçois un produit français que tu vas vouloir changer par la suite. Mais ton produit français, il aura un ADN de français, il vendra comme un produit français. Et donc, forcément, en fait, ça va être plus difficile, tu vois. Donc, ce que tu nous dis, c'est que tu as pensé l'Emlist global direct. Ouais. Mais c'était pas parce que j'avais pas envie de bosser avec des Français. Bon, les Français sont des crevards, tu vois, et moi le premier. Donc, en vrai, tu vois, genre, pour closer, c'était simple. Hein, je faisais des campagnes, comme je t'avais dit tout à l'heure, tu sais, je me faisais des segments de marché, Europe, North America, enfin US, tu veux, et Australie. Et en fait, je voyais ce qui closait le mieux, tu vois. Ouais. Et quand tu vois que les Américains, eux, en fait, ils sont super excités, ils sont ultra optimistes, ils sont toujours motivés. En France, je pense qu'il y a deux catégories de personnes, tu vois. Il y a des gens qui sont très ambitieux, très travailleurs, et assez optimiste. Et tu as des gens en fait qui ont été déçus, tu vois, qui sont genre vraiment déçus de la vie, qui se plaignent tout le temps, qui sourient jamais. Et donc en fait, le problème, c'est que je pense que la négativité et le pessimisme, ça peut trop souvent affecter des gens qui sont dans un mindset plus optimiste. Aux US, tout est possible. Ouais. Et les gens le pensent vraiment, tu vois. Et en fait, quand tu bosses avec des gens ou tu parles à des clients qui te disent que tout est possible, en fait, je trouve ça stylé, tu vois. Ouais. Et quand tu demandes à un Français de se présenter, tu vois, même moi, tu vois, genre, tu me demandes de me présenter, tu vois, je vais être Guillaume Houbèche, j'ai 32 ans, je viens de là. Un Américain, tu lui demandes de se présenter, le gars, il est là, genre, ancien athlète professionnel, j'ai monté une boîte de tintintin, je suis un best-selling auteur de... Même si les gars, ils n'ont pas vraiment fait ça, mais en fait, tu vois, le gars, pour lui, dans sa tête, il a fait du sport, et dans sa tête... en gros, comme il a fait des compétitions, il se considère comme un ancien athlète professionnel. Voilà, c'est tout, tu vois. Mais juste le fait de le dire, en fait, lui, tu vois, il se sent bien à propos de ça, quoi. Ouais. Et il est content. Et en fait, je trouve qu'aux US, tu as vraiment ce truc d'optimisme, tu vois, qui est très différent. Et en gros, moi, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup mis dans tout le marketing, dans la communauté que j'ai créée, parce que j'aime ça, en fait. Moi, je suis quelqu'un... genre, je suis assez joyeux, assez optimiste, je me tape des barres tout le temps, un peu cheeky, tu vois, un peu coquin, quoi. Et ça, c'est un truc, aux US, ça marchait bien. Et donc, je me suis bien retrouvé là-bas. Ouais. Donc, le conseil, en fait, que je peux donner, tu vois, c'est si tu veux faire une boîte internationale qui n'est pas liée
au pays dans lequel tu le fais. Donc, je vais être très clair là-dessus. C'est typiquement une boîte comme, je sais pas, Payfit ou Alan, tu vois, des assurances, des logiciels de paie. La paie, c'est très spécifique à un pays. Donc, si tu veux faire un Payfit depuis la France aux US, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que tu comprennes. Enfin, tu peux le faire, hein, mais il faut juste d'abord comprendre tous les enjeux, ouais. Comment tu fais de la paie aux US, comment ça marche et tout, tu vois. Et ça, tu vois, c'est important. Mais sinon, si tu as un logiciel comme, je sais pas, Lemlist, Calendly, enfin, peu importe tout ce que tu peux créer, bah là, tu vois, c'est plus la façon dont tu vas t'adresser aux clients dès le départ et comment aussi tu vas prendre les feedbacks des utilisateurs et comment tu vas créer même ton produit. Les Américains sont beaucoup plus audacieux. Tu vois, en France, je pense qu'on est très cartésien, on peut être bon, il y a de très bons ingénieurs et tout, mais c'est un peu, tu vois, l'ingénieur au fond de la classe qui te casse les couilles, tu vois. Genre, attendez, là, il manque une virgule, tu vois. Alors qu'aux US, c'est pas ça, tu vois, c'est plus genre, ouais, il manque une virgule, mais en fait, si on la décale, on fait 2 millions, tu vois. Enfin, genre, où on va pouvoir faire un truc genre 100 fois plus grand, quoi. Très intéressant comme vision et justement ça répond aussi à la question du personal brand. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle tu t'es directement orienté vers du personal brand en anglais, où tu as commencé à communiquer en anglais et que tu es allé global, alors que la plupart des entrepreneurs français, start-upers ou autres se seraient dit ok, d'abord je commence en français, puis après on verra, puis machin. Et en fait tu vois jamais. C'est ça. Tu dis on verra, mais tu changeras pas. C'est ça, c'est comme ton livre. Avant je te posais la question, est-ce qu'il est traduit directement en français? Bah non, il est en anglais, etc. Et justement, avant de te poser cette question sur l'impact, c'est quoi le secret à 150 millions de dollars? Aïe, 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 c'est une bonne question ça. Hein. En fait, je pense que le secret et le livre, tu vois, que j'ai écrit, je pense que tout repose au final sur les relations que tu peux créer avec les gens. Ouais. Et ça, je pense que c'est un truc qui fait qu'en France, il y a plein de gens qui sont brillants et qui ont des très bonnes idées. Mais je pense en fait qu'on a oublié le sens du relationnel et le sens du give back. Aux États-Unis, tu vois, give back, genre redonner à la communauté, c'est un truc qui est naturel. Et en France, en fait, je vois énormément d'entrepreneurs, tu vois, qui ont bien réussi, qui partagent rien. Ils ne parleront jamais de leurs chiffres, ils parleront jamais de leurs galères, ils parleront jamais de ce qui marche. Ils pensent qu'en fait, tout doit rester dans la boîte de Pandore, dans le secret. Alors qu'en fait, pour moi, je pense que le secret, c'est de redonner, tu vois. Et en fait, il n'y a que quand tu redonnes que tu crées de vraies relations avec des gens, que tu as un impact sur la vie de milliers, dizaines de milliers, millions de personnes. Et en fait, ça a plein d'effets composés sur le long terme qui font que déjà, de 1, personnellement, c'est ultra gratifiant. Et de 2, tu as tellement de portes qui s'ouvrent. Enfin, le nombre de fois où en fait, genre, je me suis retrouvé dans des situations où en gros, c'est un gars qui me disait, mais je sais pas, tu vois, il me rendait un service de ouf. Et en fait, ah oui, meilleure histoire. Je vais te raconter une histoire. J'arrive aux US l'année dernière. J'avais été invité par histoire assez folle aussi. Donc, Beck Holland, c'est genre une leader, sales leader, tu vois, la meuf qui fait des sales shows, donc devant des centaines de personnes, partout et tout. Genre, elle traîne les meilleures équipes sales au monde, des plus grands logiciels et tout. La meuf, je l'interview. Elle savait pas du tout qui j'étais. Je l'interview, je lui pose plein de questions et tout. Elle veut venir à Paris. Je l'aide pour venir à Paris. Je lui donne plein de tips, machin. Et puis au bout d'un moment, en fait, elle regarde tout le contenu que je fais. Elle me fait putain, mais en fait, t'es ultra chaud en sales, tu vois. Et je dis bah oui, ça fait un peu de temps. Et là, on commence à parler. Elle me dit mais vas-y, il faut que tu viennes aux États-Unis. J'organise une tournée, 13 villes, et je veux que tu sois la première personne qui parle à chaque fois, tu vois, pendant genre 20 minutes sur un sujet précis. On peut discuter ensemble et tout. Et donc elle me fait ouvrir le show dans 13 villes différentes et elle me fait venir, tu vois. Donc ça, pareil, truc de ouf qui serait jamais arrivé. Et là, donc, j'arrive à New York. Je poste une story à New York en mode est-ce qu'il y a des gens intéressants à rencontrer, qui je rencontre, qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Là, je vais aux shots, je suis sur les shots, je regarde mes messages Instagram et là, il y a un gars qui m'écrit en mode hey G, ça te dirait de passer sur Times Square et d'aller à la New York Stock Exchange, tu vois. Et là, je me dis, putain, encore un gars qui essaye de me vendre un truc, mais bon, je suis aux toilettes, assis, je me dis, vas-y, je vais bite et je réponds, tu vois. Et là, je dis, bah ok, qu'est-ce que tu veux me vendre, tu vois. Genre un petit peu en mode un peu agressif, j'avoue, un peu à la française, mais en mode, ok, what are you selling? En mode bon sceptique. Ouais, bon sceptique, exactement, tu vois. Et là, il me fait, non, en fait, genre j'ai suivi ta masterclass, j'ai surkiffé, j'ai signé tous mes clients grâce à ça. Moi, en fait, je bosse dans le RP et tout. Et là, si tu veux, j'ai un créneau où je pourrais afficher ce que tu veux sur Times Square
Et je peux te faire interviewer aussi par une journaliste avec qui on bosse à la New York Stock Exchange pour que tu parles de ta boîte, machin et tout. Et c'est gratuit et tout, je veux juste give back, ça me fait kiffer tout ce que tu as fait, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, ça sent tellement le scam, ce truc. Et donc, je dis, bah vas-y, ok. Et en fait, le lendemain, j'y vais, il me met en contact avec une meuf, Jane King, journaliste à New York Stock Exchange depuis genre 20 ans. Elle me fait rentrer 10 badges, le passeport, les machins. Et là, je me retrouve au milieu du truc. On monte les étages, on se retrouve au-dessus de la bourse, tu vois, genre New York en live avec tous les traders qui passaient et tout. Plateau télé. Et elle m'interviewe comme ça. Et après, genre l'après-midi, je lui avais mis, tu vois, un truc pour le show aux États-Unis avec du coup toute l'équipe, les différents speakers qui étaient là. J'avais passé ce truc-là parce que je trouvais que c'était cool. Ouais. Et on a fait un truc, mais tu vois, c'est incroyable. Et ça, en fait, ça me serait jamais arrivé si ce gars-là, tu vois, genre pareil, tu vois, il m'avait contacté une fois et j'avais totalement zappé. Je lui avais donné gratuitement un cours parce qu'à l'époque, il avait pas de thunes, machin. Et je m'étais dit, bah, ça me fait kiffer de te le donner et c'est pas grave, tu vois. Et en fait, au final, ça paye, tu vois. Ouais. Et ça, le truc, c'est que si tu fais les choses... Parce qu'après, tu as des gens, tu vois, en France, c'est comme ça, tu vois. C'est genre, ils te demandent un service ou genre, tu leur demandes un service et eux, ils se le notent dans un coin, tu vois. Et en fait, ils se le notent dans un coin parce qu'ils se disent, moi, je veux avoir le plus de personnes à qui je pourrais redemander des services plus tard. Ça marche pas comme ça, tu vois. Moi, c'est le même truc, tu vois. Pour te donner la notion du give back, genre, j'étais à la piscine et c'était l'époque où tu devais mettre genre des pièces. Maintenant, on fait plus trop ça, mais genre, tu mets des pièces dans les casiers pour pouvoir mettre tes affaires. Et si t'as pas de pièces, c'est un peu chiant, tu peux pas mettre tes affaires. Bref, c'est un peu relou. Je mets une pièce de 1 euro, tu vois, et t'as un gars qui arrive et il avait pas de thune, tu vois. Genre, il fait putain, merde et tout, c'est chiant et je peux pas amener mes affaires. Enfin, tu vois, c'est un peu tout ça. Je dis, bah tiens, 1 euro, tu vois. Il me dit, mais attends, comment je peux te le rendre? Tu vois, direct, c'est ça, c'est genre, je peux te le rendre, machin. Et je lui dis, non. Genre, t'inquiète, tu vois. Il me dit, non, mais si je te recrois, je te le rendrai. Je dis, non. Genre, si tu vois quelqu'un dans la rue qui en a besoin, donne-lui, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est ça, tu vois. C'est que moi, je te donne, toi, tu donnes à quelqu'un, etc., etc. Et j'espère que potentiellement, un jour, quand j'aurai besoin d'aide, quelqu'un donnera, tu vois. Et pour moi, c'est ça les connexions humaines, tu vois. C'est que si, en gros, tu as un effet ripple effect, tu vois, c'est les ricochets, quoi. Ouais. C'est tu fais du bien quelque part, ben, cette personne, elle sera beaucoup plus à même de faire du bien ailleurs et ainsi de suite. Et en fait, c'est comme ça que tu crées une société ou une communauté beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus positive et qui va vers l'avant, quoi, tout simplement. Complètement, c'est hyper pertinent et je rejoins complètement ce concept et ça rebondit parfaitement avec mon avant-dernière question pour toi. C'est que justement tu annonces que d'ici 2025 tu as pour ambition d'aider 1 million d'entrepreneurs, donc avoir un sacré impact du coup. J'ai été ambitieux. Mais je te souhaite d'y arriver et je pense que tu vas y arriver. Quel est ton plan d'action justement pour tenir cet engagement ? Ouais, c'est une bonne question. Bah écoute, moi mon objectif en fait c'est de continuer de partager à fond du contenu sur YouTube, Instagram, LinkedIn et c'est comme ça tu vois que j'arrive petit à petit tu vois à aider un maximum de personnes. J'essaye de créer du contenu le plus actionnable possible. Donc je faisais un peu de contenu inspirationnel pendant un temps, ça touche beaucoup de personnes, mais après c'est vrai que c'est pas forcément lié à l'entrepreneuriat. Là, j'essaye de me focaliser un peu plus, tu vois, sur le logiciel et sur le SaaS. Comme c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien, tu vois, après tous les différents projets que j'ai pu faire, là, c'est plus simple pour moi de créer du contenu, apporter de la valeur. Et l'objectif, vraiment, c'est de fonctionner, tu vois, pas à pas, être consistant dans le contenu que je crée. C'est plus, tu vois, une mission de vie de dire genre 1 million. Après, tu vois, si au final, j'ai aidé, je sais pas moi, 100 000 ou 200 000 d'ici 2025, je serais quand même content, tu vois. Excellent. Écoute, continue à créer du contenu, continue à impacter parce que c'est hyper important et tu vois, je pourrais pas dire le contraire, mais au-delà t'es bien placé pour ça. C'est ça, mais au-delà de ça, en plus, je pense que tu vois, les feedbacks comme tu as eu avec le mec qui t'a contacté à New York, des gens comme ça, finalement, on en a des dizaines, des centaines dans énormément d'endroits dans le monde, indirectement, et qui des fois n'osent pas forcément se manifester ou nous contacter. Finalement, on ne le fait pas non plus pour qu'ils se manifestent ou pour recevoir de la reconnaissance, mais c'est une belle métrique, en tout cas, de gratification, court, moyen et long terme par rapport à tout ce qu'on fait, et ça change beaucoup de choses. Et moi, pour ma part, quand je me suis lancé, si j'avais eu justement du contenu comme il y a aujourd'hui sur Internet, pas forcément le tien, le mien spécifiquement, ça m'aurait beaucoup, beaucoup aidé et évité de faire pas mal d'erreurs. Ouais, pas mal d'erreurs, justement.
Merci pour ce temps, merci pour ce partage. Franchement, Merci j'ai à toi. adoré ces 2 heures passées ensemble. C'est passé vite, hein. Ouais, 2 heures. putain, j'avoue, j'ai même pas vu que ça faisait 2 heures. Incroyable. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent ont eu au moins autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode. Si c'est le cas, faites-le nous savoir comme à chaque fois avec le like, le commentaire, le partage, l'interaction sur le post LinkedIn qu'on va créer, les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et du coup, ça me permet de te poser ma dernière question que je pose à chaque invité du podcast Le Déclic. C'est parmi tout ce que tu as pu traverser dans ta vie, que ce soit d'un point de vue pro comme perso, quel a été l'événement qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi? On peut clairement parler d'un déclic qui fait la personne que tu es aujourd'hui, que tu n'as pas partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview. Tu as du coup carte blanche pour le mot de la fin. Waouh, c'est assez profond. Identifier un moment, c'est toujours un peu compliqué, mais je pense que, si tu veux, moi, j'ai jamais voyagé avec mes parents, mais j'ai toujours été attiré par l'international. Donc, il y avait des gens qui quittaient la France, qui bougeaient, et je trouvais ça, putain, mais je me suis dit, c'est génial. J'ai toujours adoré les aventuriers, j'ai toujours adoré les gens qui bougeaient. Et en fait, à la sortie du lycée, je suis allé à la fac. J'ai commencé, tu vois, par une fac de sciences avant d'aller en école d'ingé. Moi, j'ai fait toutes les passerelles. Hein, tu vois, j'ai jamais fait de prépa ou truc comme ça. J'ai vraiment été le crevard, tu vois, qui essaye de payer le moins d'argent dans les écoles, donc qui passe par la voie publique. Et en fait, en master, j'ai réussi à avoir une bourse et à partir en Écosse. Donc, je parlais pas du tout anglais à l'époque ou très mal. Et mon objectif, c'était d'aller là-bas. Et en fait, je suis parti là-bas. Et quand je suis arrivé, je m'étais mis une règle, c'était de ne pas parler français pendant au moins 1 mois. Donc, j'ai pas répondu à mes parents. Je répondais juste par message, je voulais pas les appeler. Donc, l'objectif, c'était de ne pas parler vocalement, tu vois, en français. Dès que j'entendais des Français en Écosse, je changeais de trottoir. Donc, les internationaux, enfin, il n'y en avait pas énormément parce que les Français vont plutôt à Londres. Et ensuite, tu vois, genre ça, c'était assez fou en fait parce que je suis arrivé dans un pays et c'était vraiment la première fois que j'étais loin de mes amis, loin de ma famille, que je quittais vraiment la France, tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis un peu réinventé. J'ai fait les choses différemment, je suis devenu une personne un peu différente, je testais des nouveaux trucs que j'avais envie de tester. Et je pense que c'est un truc que je conseillerais vraiment à n'importe qui, c'est de partir seul dans un pays étranger et de regarder, tu vois, de se faire une introspection et de se dire qui est-ce que j'ai envie de devenir. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu comprends que c'est tes actes qui définissent la personne que tu es et que tu te rends compte qu'en fait, tu peux faire vraiment ce que tu veux et que la seule limite que tu as, c'est la limite que tu te mets dans ta tête, et ben en fait, c'est là où tu prends vraiment conscience de ton plein potentiel. Et je pense qu'il n'y a qu'à l'étranger, quand on est loin de sa famille, loin de ses amis, loin des gens qui nous connaissent, qu'on peut vraiment se retrouver et décider de la personne qu'on a envie d'être. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Merci Guillaume. Merci à toi.